Aujourd'hui, nous allons parler de la santé mentale des jeunes sous l'angle de la participation, de l'implication, de l'engagement des jeunes dans des projets et des actions à différentes échelles en faveur de la santé mentale des jeunes. Donc avant de vous présenter le programme et de laisser la parole aux intervenants, quelques mots sur l'association Promotion Santé, donc qui organise ce webinaire aujourd'hui. Promotion Santé, c'est une association régionale de loi 1901 à but non lucratif qui est soutenue par l'ARS et par de nombreuses institutions et collectivités. Nous sommes implantés dans toute la région, comme vous pouvez le voir sur la carte, avec des délégations et des points relais sur toute la région. Et nous développons des projets de promotion de la santé et proposons différents services aux professionnels, bénévoles et élus et tout acteur souhaitant mener un projet de promotion de la santé. Donc principalement, ce que nous proposons, c'est du conseil, de l'accompagnement de projets, des formations et des ressources documentaires. Nous proposons aussi un appui aux dynamiques locales, partenariales et institutionnelles, notamment par le biais de nos programmes thématiques que vous pouvez retrouver sur cette diapo, dont la santé mentale, donc, qui est le sujet d'aujourd'hui. Donc vous pouvez faire appel à nous en département et en région sur l'ensemble de nos thématiques. Donc, Promotion Santé, notre objectif, c'est d'améliorer la santé des populations et de contribuer à la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. On adopte une approche globale de la santé qui prend en compte la multitude des facteurs qui influencent la santé, dont la santé mentale, qui est une composante de la santé. Je vais maintenant vous présenter rapidement le programme, donc structuré en 3 temps. Nous allons poser donc 3 grandes questions à nos intervenants. Premièrement, pour améliorer la santé mentale des jeunes, en quoi la participation des jeunes eux-mêmes est un atout. Ensuite, nous explorerons ce qui facilite ou ce qui freine cette participation. Puis nous verrons ensemble avec nos intervenants comment favoriser un environnement favorable à la santé mentale des jeunes. Donc, je suis Bénédicte Cabrol, co-référente à Promotion Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et j'anime ce webinaire pour lequel nous avons donc plusieurs intervenants à qui je vais laisser la parole pour se présenter. Dans un premier temps, pour présenter leur projet, leur structure et donner un exemple concret pour qu'on puisse bien repérer qui fait quoi. Donc, je vais commencer par laisser la parole au Conseil économique, social et environnemental, donc pour lequel nous avons Thiloane Vincent et Elno Hérillier qui sont présents. Thiloane et Elno, je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Thiloane et j'ai 18 ans, je suis un étudiant en sciences politiques. J'ai été tiré au sort justement via l'UNICEF pour participer au panel citoyen des jeunes au CESE sur la santé mentale des jeunes. Et à côté, je porte un projet sportif assez gros pour la santé mentale des jeunes. Et donc pour moi, Elno Herrier, je suis conseiller au CESE, j'y représente un syndicat étudiant et le CESE en fait c'est le Conseil économique, social et environnemental, ça regroupe tous les employeurs, les syndicats de professionnels, les associations, enfin des associations, un grand nombre d'associations, des environnementalistes et des organisations de jeunesse pour se mettre d'accord sur des avis qu'on rend au pouvoir public pour leur conseiller, leur donner la vision de la société civile organisée sur un tas de sujets. Et nous, et moi en tant que rapporteur du CESE sur le sujet, on s'est penché sur la santé mentale des jeunes de 5 à 25 ans pour être précis. Et on a rendu un avis en octobre dernier je vais vous porter un petit peu les grandes lignes. Et comme le disait Thiloane, pour finaliser ces travaux, on a associé un panel de jeunes de 12 à 18 ans, une vingtaine de jeunes, mais Thiloane vous en parlera un peu plus plus tard. Ok, merci à tous les deux. Du côté de la pause brindille, Alice, Lou et Rebecca, est-ce que vous pouvez vous présenter la pause brindille et le projet de l'association? Je te laisse la parole, Alice, déjà pour te présenter. Je m'appelle Alice, du coup, j'ai 23 ans et je suis aidante de ma sœur et de mon papa. Et du coup, je suis avec la Pause Brindille en tant que bénéficiaire de leurs actions. Moi, du coup, je m'appelle Lou Mielo, j'ai 23 ans et je suis en service civique depuis le mois de septembre à la Pause Brindille, principalement sur la ligne d'écoute Brin d'écoute.
Et donc peut-être pour conclure, moi je m'appelle Rebecca Billy, je suis salariée de la Pause Brindy depuis 2020, enfin membre de la Pause Brindy pardon, depuis 2020, salariée depuis 2021, et en charge de la sensibilisation, du développement et des événements de l'association. Et peut-être juste pour donner quelques éléments, donc Lou et Alice ont pu en parler, mais la Pause Brindy c'est une association dont la mission est de soutenir ce qu'on appelle des jeunes aidants, donc enfants, adolescents et jeunes adultes entre 7 et 25 ans qui eux-mêmes apportent du soutien à un proche. Ça peut être un parent, un frère ou une sœur, un ami, un amoureux, qui a une problématique de santé, une maladie, un handicap ou une addiction. Donc les jeunes aidants, c'est à peu près 1 million de jeunes en France, donc c'est quand même un gros sujet, mais un sujet qui est assez invisibilisé. On pourra peut-être en parler, mais voilà, ce sont des jeunes qui ont du mal à être repérés, à se reconnaître également. Et être jeune aidant, ça a des conséquences sur la vie de ces jeunes, notamment des conséquences sur la santé mentale, avec voilà, des difficultés que les jeunes peuvent rencontrer du fait de leurs responsabilités. Et donc la mission de la Pause Brindille, c'est vraiment de venir en soutien à ces jeunes, notamment via un espace d'écoute entre pairs, donc c'est ce dont Lou parlait, un service d'écoute qui est national, mais aussi une programmation d'activités, des espaces vraiment entre pairs. Et ce pourquoi c'était important pour nous de participer, c'est qu'à la Pause Brindille, on a vraiment cette vocation de soutenir des jeunes en les faisant, en les intégrant à toutes nos réflexions et aussi en créant des espaces entre pairs, entre jeunes. On est vraiment sur cette notion de soutien de la santé mentale par les pairs entre jeunes concernés. Euh, il y a une petite question que je vois. Donc, la Pause Brindille, nos locaux sont situés dans le premier arrondissement de Lyon. Toutes nos actions présentielles, donc notre programmation d'activités, un festival qu'on organise tous les 2 ans, se trouvent sur la métropole de Lyon. Mais sinon, on a des espaces digitaux dont on pourra parler plus longuement par la suite, qui sont nationaux, accessibles partout en France. Et voilà. Merci à toutes les trois. On va passer la parole à la Fondation ARHM, au projet Ambassadeur Santé Mentale, donc pour qui nous avons Issa et Eugénie. Alors Je vous bonjour, laisse vous oui, présenter. merci. Alors bonjour, je m'appelle Issa, j'ai 23 ans. Donc j'ai obtenu mon master cette année en management et business development et j'ai décidé de faire une année pour m'engager. Voilà. Et donc je suis actuellement en service civique à Unicité, qui est une structure qui permet à des jeunes de s'engager dans les thématiques qui leur tiennent à cœur. Alors ça peut être l'environnement, cinéma et citoyenneté, solidarité senior, etc. Et donc moi je suis ambassadeur en santé mentale qui a vraiment la mission a pour initiative de promouvoir la santé mentale et de prévenir un peu le mal-être chez les jeunes entre 16 et 25 ans. Voilà. Donc, nous sommes des jeunes qui sommes formés voilà, avant de faire cette mission pour justement sensibiliser les jeunes en créant voilà, des espaces d'échange bienveillants et décomplexés. Voilà. Donc, nous proposons comment ça se passe vraiment dans l'année, c'est qu'on propose des ateliers d'environ 1 heure et demie et 2 heures dans les structures justement où il y a des jeunes entre 16 et 25 ans. L'idée, c'est que c'est un format qui est assez dynamique, participatif, ludique. Voilà, l'idée, c'est que ça soit vraiment un échange entre nous et les jeunes. Donc, on va en parler plus en profondeur, mais vraiment, c'est ce principe-là de pair à pair. Et donc, voilà. Et donc, comme je le disais, on est quand même très formé parce que c'est un sujet quand même assez sensible. Donc, on a des formations sur l'écoute active, on a une formation sur les premiers secours à la santé mentale, sur l'autisme, le cyberharcèlement. Enfin, voilà, on est vraiment formé. Et en plus de ça, on est encadré notamment avec Eugénie, qui est là, qui est donc chargée de mission prévention, ambassadeur en santé mentale de la Fondation ARHM. Mais voilà, je vais la laisser se présenter et plus parler aussi de la Fondation. Merci Issa. Je m'appelle Eugénie Trouche. Je suis donc, comme il l'a très bien dit, chargée de mission prévention sur le dispositif ambassadeur santé mentale, à la fois sur le Puy-de-Dôme, donc avec la promotion de Issa, mais aussi sur la promotion du Cantal, Aurillac, et bientôt au niveau du Puy-en-Velay, donc dans la Haute-Loire. Donc les deux structures porteuses, comme il a pu le préciser, sont la Fondation ARHM qui est donc à Lyon, donc Action Recherche Handicap et Santé Mentale, et Unicité qui est donc la partie service civique qui permet en fait d'associer les experts jeunes Unicité et les experts santé mentale de l'ARHM. Et je suis également au niveau de mon poste, je suis à Clermont-Ferrand grâce à l'hôpital Sainte-Marie pour qui je suis salariée.
Et comme l'a dit Issa, je participe à la fois un petit peu au socle de formation des ambassadeurs en santé mentale, puisque j'ai un master en santé publique, donc je leur apporte notamment cette notion de prévention et d'éducation à la santé. Et au fur et à mesure de l'année, je les accompagne de façon hebdomadaire pour justement voir les outils en fonction des besoins qui sont remontés par les structures et par les jeunes, pour ensuite valider ensemble et pourquoi pas peaufiner un petit peu justement les outils qu'ils souhaitent réaliser pour ces interventions ludiques d'1 heure et demie à 2 heures, comme Issa l'a bien précisé. Merci à tous les deux. Je laisse maintenant Éric Legrand, donc, qui est sociologue, se présenter puis introduire le sujet de la santé mentale des jeunes sous l'angle de la participation. Oui, merci Bénédicte. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi je suis Éric Legrand, donc je suis chercheur, alors, je suis professeur affilié à l'EHESP donc à Rennes et puis chargé de mission à Fédération Promotion Santé. Donc tout d'abord merci pour l'invitation. C'est mon rendez-vous annuel maintenant à Promotion Santé Auvergne-Rhône-Alpes sur la question de la santé mentale et juste peut-être pour introduire et pour reprendre aussi le titre des jeunes en action pour leur santé mentale. Alors, je trouve à la fois que le titre est tout à fait pertinent et très intéressant parce que il renvoie surtout à un changement de paradigme autour de la question du jeune et de la santé. Et ça, je crois que c'est un point assez fort. On passerait effectivement d'un jeune à risque ou d'un jeune ayant des risques pour sa santé à un jeune ressource pour sa santé et pour la santé des autres. Et je crois que ça, c'est un point assez fort, avec une dimension quand même, alors je pense qu'avec les témoignages et les actions qui vont être présentées, renvoie aussi à une dimension très altruiste de la jeunesse et et qui change un petit peu le paradigme qu'on entend autour des questions de jeunesse, et aussi plus particulièrement sur les questions de santé, puisque on a, je dirais, parfois du mal à dépasser des approches épidémiologiques qui montrent effectivement des dynamiques, alors, je vais dire un peu négatives sur les questions de santé, mais qu'on ne fait pas suffisamment appel au savoir expérientiel des jeunes sur la résolution ou sur des propositions, je dirais, d'amélioration de la santé. Ça, c'est un premier point. Et puis un deuxième point, alors ça a été déjà soulevé au travers des présentations, il y a la question aussi de l'engagement. Et je crois que participation, engagement, alors c'est pas tout à fait la même chose, mais in fine, on retrouve quand même cette question de l'engagement. Et si je reprends le baromètre de l'engagement de l'INGEP, qui est paru en 2025, mais qui paraît chaque année, la santé est une des motivations à l'engagement. Alors, c'est la 5e motivation à l'engagement, et paradoxalement, on développe peu cet aspect-là. On trouve peu de modalités de réponse, et même sur les questions du service civique, qui est une forme, bien évidemment, d'engagement, c'est une des dernières missions qui est pourvue en termes de nombre de personnes par rapport à l'ensemble du service civique. Donc, ces formes d'engagement, de participation, alors on le retrouve à la fois dans la question de l'éducation par les pairs, qui se développe en France. Alors j'ai au moins l'occasion d'observer, d'analyser, alors que ce soit avec Unicité ou avec d'autres organismes, et puis aussi avec des initiatives locales. Je dirais que, par exemple, dans des collectifs de jeunes ou même dans des tiers-lieux portés par des jeunes, la question de la santé est abordée, développée à l'initiative des jeunes eux-mêmes. C'est-à-dire que, alors ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, ils ne vont pas chercher appui auprès d'autres personnes, bien évidemment, mais cette question de la santé, ils cherchent aussi à résoudre ces questions-là et de la prendre en compte. Alors, que ça soit au travers de collectifs sur l'environnement, que ça soit au travers de tiers-lieux sur les questions de santé mentale, à partir de leurs observations, et toujours avec ce désir, je dirais, altruiste aussi,
de résoudre un certain nombre de problématiques. Et puis, il faut rappeler, ça j'aime beaucoup toujours le rappeler, que la plupart des initiatives santé ont été à l'initiative des jeunes. Le SIDAction, on pourrait parler aussi de la sécurité routière dans un autre domaine, dans le domaine des addictions, et que ces éléments-là, ben, c'est pas qu'on les prend pas en compte, hein, mais on a tendance à oublier que les jeunes ont été moteurs d'un certain nombre de réflexions sur les questions de santé. Donc ça, c'est un premier, je dirais, un premier volet. Et puis l'autre volet quand même qui est plus de l'ordre des politiques publiques aussi, je crois qu'il est important quand même de rappeler que dans la Convention internationale des droits de l'enfant, que la France a ratifié, à la fois la question du droit à la santé est inscrit, ça c'est l'article 24, et le droit à la participation aussi est inscrit. D'ailleurs on a quand même ces éléments qui sont centraux, mais qui, selon l'ensemble des rapports, est encore peu développé, peu inscrit, peu réfléchi. Alors, il y a l'initiative, bien évidemment, du CESE, mais il y a d'autres initiatives qui ont été faites. Mais on voit bien que agir, voilà, prendre en compte l'action des jeunes et leur initiative est un premier volet qui reste effectivement à renforcer, mais que sur le volet santé et participation à des politiques publiques de santé, il y a encore un certain nombre de chemins à faire, hein, de longs chemins à faire. Alors, il y a plusieurs raisons, hein, on pourra y revenir sur ces aspects-là, mais juste quand même quelques éléments. Voilà, en 2018, il y a eu un pacte de santé des jeunes qui a été élaboré par la Croix-Rouge française avec un grand panel de jeunes de la Croix-Rouge. En 2014, alors j'aurais pu faire dans l'autre sens, la Conférence nationale de santé a organisé, elle aussi, des réunions de 450 jeunes, justement pour faire des propositions sur la santé. En Auvergne-Rhône-Alpes, alors de mémoire, Bénédicte, en 2023, avec France Asso Santé, il y a eu et Promotion Santé, plus d'autres partenaires, jeunesse, il y a eu toute une réflexion sur qu'est-ce que veulent les jeunes, comment ils intègrent et qu'est-ce qu'ils peuvent proposer et faire pour améliorer les politiques publiques. Il y a eu la Mutualité française aussi, donc le CESE. Et puis alors j'allais dire plus récemment aussi, il y a le Forum européen de la jeunesse qui a publié un communiqué, je dirais, autour de la santé mentale pour revenir à notre sujet, qui faisait le constat effectivement d'une fragilité, des difficultés par rapport à la santé des jeunes, mais qui mettait aussi ça en perspective avec les déterminants de la santé mentale des jeunes, c'est-à-dire l'insertion sociale et professionnelle, le logement, la mobilité, la pression scolaire. Donc, comment on travaille les questions des environnements pour améliorer la santé mentale des jeunes. Donc, se détachant aussi d'une approche uniquement individuelle pour être sur des questions environnementales. Et puis, aussi récemment, en 2024, l'Organisation mondiale de la jeunesse, au point de vue européen, a créé un Conseil de la jeunesse, puisque c'était aussi un angle mort, on peut le dire comme ça, en disant, on parle beaucoup des jeunes, mais qu'est-ce que les jeunes veulent réellement pour leur santé? Et donc, ils ont publié, eux aussi, un communiqué par rapport à ça sur la santé et le bien-être, en mettant en avant la question des déterminants de la santé, des politiques publiques aussi. Alors, ce qui est aussi très intéressant, c'est on peut se dire, voilà, dans les propositions qu'ont émises les jeunes, est-ce qu'il y a des choses si révolutionnaires qu'on ne les entende pas? Voilà, je dirais, on retrouve, renforcer, c'est un peu ce qui a été dit, renforcer l'éducation par les pairs, donc cette dynamique-là, renforcer effectivement l'engagement, faire une place aussi dans les instances de démocratie en santé, notamment, et puis être associé au développement de politiques publiques de prévention qui peuvent être renforcées. Donc,
des choses qui sont, vous voyez, excessivement révolutionnaires, mais qui ont peu de place encore pour l'instant dans les politiques publiques. Mais retenons au moins, voilà, cet aspect effectivement d'engagement et de valorisation de l'engagement des jeunes autour de la participation. Et voilà, vous en êtes tous et vous allez pouvoir en témoigner dessus. Et puis aussi ce volet que la santé mentale, c'est pas une affaire uniquement individuelle, c'est une affaire collective et que les déterminants de la santé sont aussi extérieurs et qu'il faut travailler sur ce volet-là pour faire une meilleure place et une reconnaissance sociale à la jeunesse dans notre pays. Voilà, je m'arrêterai là pour le moment. Merci à vous. Merci Eric pour ton introduction et cet éclairage sur le sujet. On va pouvoir maintenant passer à nos 3 grandes questions donc, que nous allons poser à l'ensemble de nos intervenants. Donc, pour améliorer la santé mentale des jeunes, en quoi la participation des jeunes eux-mêmes est un atout, de par vos expériences et vos points de vue. Je vais déjà laisser la parole pour la Fondation ARHM Ambassadeur Santé Mentale à Issa et Eugénie. Pour vous, votre projet Ambassadeur Santé Mentale qui s'inscrit dans le pair à pair, comme vous nous l'avez dit, voilà, comment est-ce que ça résonne pour vous, cette question de la participation des jeunes eux-mêmes comme un atout? Alors, pour moi, déjà, l'intérêt du pair à pair, il est multiple parce que il permet déjà, dans un premier temps, de libérer la parole. Parce que voilà, quand on intervient auprès des jeunes, on voit qu'ils sont déjà assez à l'aise, qu'ils ne se sentent pas forcément jugés, parce qu'on parle d'un sujet quand même intime, enfin, la santé mentale. On n'est pas là pour parler de football ou de, de choses qui sont. Voilà, là, on parle vraiment de sujets qui sont assez sensibles, où il faut se mettre un peu à découvert aussi. Enfin, et surtout, c'est un sujet auquel on ne parle pas, on n'a pas forcément l'habitude d'en parler. Donc, et on le voit très rapidement, cet impact de pair à pair, parce que ça arrive très rarement, mais c'est arrivé qu'il y avait des fois des professeurs qui étaient là pour regarder un petit peu comment se passait l'intervention. Et là, on se rend vite compte que les élèves, ils sont beaucoup moins ouverts, qu'ils ont beaucoup moins envie de parler, etc. Et dès que justement on se retrouve juste seul à seul avec les élèves, là, ils vont oser parler, ils vont oser dire, s'interroger, discuter, etc. Donc voilà, c'est super important d'avoir cette confiance qui doit être créée dès le début. Une autre force aussi du pair à pair, c'est que on partage aussi des expériences similaires. On vit les mêmes choses et ça leur permet forcément de se reconnaître en nous, de s'identifier et donc encore une fois de valoriser la confiance entre nous. Quand on va parler de certains sujets comme, je sais pas, les réseaux sociaux, le cyberharcèlement, ou les études, etc. On en est plein dedans. Et donc, forcément, on va réussir à comprendre ce qu'ils veulent nous dire. Et nous aussi, on pourra leur dire, nous, on vit ça, on a vécu ça, etc. Et donc, il y a vraiment ce côté de partage d'expérience qui permet vraiment d'avoir cette compréhension. Et donc voilà. Et ensuite, je pense que les jeunes sont plus aptes aussi à écouter les conseils d'autres jeunes, dans le sens où on a le même âge, on a le même vécu, et un adulte qui donne un conseil, c'est un peu se dire, oui, il me donne un conseil comme d'habitude, quoi. Il a l'habitude de me dire à chaque fois, ce que je fais, ça va peut-être pas forcément, etc. Donc, quand c'est un jeune comme eux, ils vont directement se dire, ah, si lui, qui est jeune comme moi, il pense la même chose, c'est peut-être parce qu'il a raison et que c'est peut-être important. Donc voilà, je pense que vraiment le pair à pair, ça permet d'avoir un cadre sans jugement, d'avoir cette écoute, cette proximité, et voilà, c'est ce qui permet vraiment l'efficacité de parler de sujets comme la santé mentale, quoi. Et du point de vue des différents acteurs du territoire, le fait d'avoir des actions qui sont portées donc, par le dispositif Ambassadeur Santé Mentale, qui est porté donc, par les jeunes, qui est animé par les jeunes, montre aussi comment dire, la motivation et l'intérêt qui est porté par les jeunes eux-mêmes de cette question, et permet donc de renforcer finalement toutes les initiatives. En fait, c'est quelque chose que je trouve d'assez global, c'est qu'en fait, Ambassadeur Santé Mentale s'ajoute aux différentes ressources pour les jeunes en santé mentale. Et comme a pu le dire Issa, vient compléter en fait l'approche de professionnels de santé, puisque les échanges en tout cas sont plus parfois facilités par ce contact de jeune à jeune. Étant ergothérapeute de formation, je sais que lorsque j'apportais des conseils en santé, j'avais rarement des retours. En fait, les personnes prennent des notes et se disent, bon, d'accord, ok, c'est donc ça qu'il faut faire.
Mais avec les jeunes d'ambassadeurs santé mentale, il y a vraiment cet échange de dire mais pourquoi en fait? Et finalement, c'est aussi ce début de réflexion qui permet l'engagement des jeunes. Donc l'engagement primaire des ambassadeurs santé mentale permet aussi aux jeunes de devenir acteurs de leur propre santé et de diffuser finalement ce message de prendre soin de sa santé mentale comme la santé globale finalement. Merci à tous les deux, Eugénie et Issa. Je me tourne maintenant vers la pause brindille. Donc pour vous, quand les jeunes agissent pour la santé mentale des jeunes, comme c'est le cas dans votre association, qu'est-ce que ça change concrètement pour les actions, pour les projets, mais aussi pour les professionnels et pour les jeunes eux-mêmes? Oui, je vais peut-être laisser Lou présenter le service d'écoute dans un premier temps qui a vraiment ce fonctionnement-là et puis répondre à la question de son prisme en tout cas. Du coup, donc, nous, à la Pause Brindis, on a un service d'écoute qui s'appelle Brin d'écoute. Il est tenu en fait par des bénévoles de 18 à 30 ans. Donc, il repose vraiment sur l'idée du pair à pair, justement, puisque c'est un service d'écoute destiné aux jeunes aidants de moins de 25 ans, même si on est assez flexible, plus ou moins sur l'âge. Et du coup, ben, les écoutants bénévoles ont plus ou moins le même âge que les écoutés. Et donc, c'est un service d'écoute qui est principalement à l'écrit, mais qui peut être fait à l'oral en appel, pardon, si jamais il y a volonté de la part du jeune aidant. Et donc, du coup, on a 3 permanences par semaine, les mardis, mercredis et vendredis soirs. On a aussi, du coup, un groupe Instagram avec des jeunes dessus, des jeunes aidants, bah, Alice notamment est dessus. Et du coup, c'est un groupe Insta qui est modéré par 5 modérateurs, pareil, entre 20 et 30 ans. Donc, tout repose vraiment sur le principe de pair à pair. Et en fait, le fait que ces espaces soient vraiment animés par des jeunes, ça permet une proximité entre l'écouté et l'écoutant. Parce que du coup, en fait, ces jeunes, en tout cas à notre association, ne viennent pas chercher une écoute professionnelle, mais plus justement une écoute bienveillante avec quelqu'un de notre âge qui pourrait comprendre sans qu'on ait trop besoin de devoir tout expliquer parce que justement, il y a ce principe de pair à pair. Il n'y a pas non plus cette notion de supériorité qui peut se créer. En fait, on parle avec un père, donc par exemple, on n'est pas forcément obligé de faire attention au langage qu'on emploie. On peut utiliser des expressions de jeunes, si je peux dire, et en face, c'est reçu et c'est compris. Et ça permet aussi forcément de créer du lien plus facilement, parce que quand on parle avec quelqu'un de notre âge ou proche de nous en âge, c'est plus facile, on peut être plus facilement à l'aise et plus facilement arriver à se livrer qu'avec un adulte qui pourrait être plus âgé que nous. Et voilà, en fait, on se sent plus libre de parler de tout et de rien avec quelqu'un qui est proche de nous en âge. Alice, tu veux peut-être compléter là-dessus, justement, pour ce que ça t'apporte à toi, peut-être? Oui, du coup, moi j'ai commencé avec la pause brindille par la ligne d'écoute, ce qui a permis un contact bien plus facile et bien plus fluide, on va dire. Et ensuite, plus tard, j'ai intégré le groupe Instagram, ce qui a apporté un autre type d'aide, parce que parler avec les écoutants de la ligne, c'est quand même très différent de parler avec les autres brindilles qui sont sur le groupe Instagram. Et ça m'a apporté le fait de me dire, ok, ils vivent exactement la même, enfin, exactement non, mais les mêmes émotions que moi, ils vivent les mêmes situations, dans les mêmes problématiques. Et donc, c'était beaucoup plus facile de parler avec eux que de parler avec quelqu'un d'autre qui comprend pas forcément le sujet de la santé mentale et le sujet des jeunes aidants plus précisément aussi. Et peut-être pour compléter tout ça, l'idée de la pause brindille, dès qu'on s'est créé, ça a été vraiment d'intégrer les jeunes aidants, enfin le pair à pair à 2 niveaux. Donc ce dont parlait Lou, c'est-à-dire de créer des espaces entre jeunes où finalement les espaces qui sont animés par la pause brindille soient animés par des jeunes adultes et aussi d'intégrer les jeunes aidants dans la réflexion sur nos projets. Et typiquement, en se disant que finalement, les personnes qui savent le mieux ce dont elles ont besoin, ce dont elles ont envie, ce qui est difficile pour elles, c'est les premières personnes concernées. Ici, ce sont des jeunes, du coup, des jeunes aidants. Et donc, de vraiment les intégrer à cette réflexion et de les amener à participer et à s'engager dans la réflexion sur nos projets. Et typiquement, le service d'écoute, on l'a créé à partir en interrogeant directement les jeunes aidants de notre communauté de l'époque, donc c'était 2020,
parce que notre idée de départ était de faire une ligne d'écoute qui était tenue par des psychologues, parce qu'on se disait, oui, ce dont les jeunes ont besoin, mais vraiment en partant de notre principe, de notre perception, c'est une ligne d'écoute tenue par des professionnels. Et finalement, en interrogeant notre communauté, qui n'est pas forcément représentative de tous les jeunes aidants et de tous leurs besoins, mais en tout cas, en interrogeant notre communauté, le retour qui nous a été fait, ce qui nous a amené à créer la ligne d'écoute, Brin d'écoute telle qu'elle est aujourd'hui, c'était vraiment d'avoir cette idée de, on veut parler à des jeunes qui sont là pour nous comprendre, mais on n'a pas spécialement envie, à ce moment-là en tout cas, d'avoir un professionnel, un psychologue face à nous. C'est pour ça qu'on a choisi ce format de ligne d'écoute entre pairs, tenu par des jeunes. Alors, l'objectif, c'est aussi que les jeunes puissent être un peu une interface entre voilà, ce monde de la jeunesse et potentiellement le monde des professionnels. Et typiquement, Lou en reparlera pour la deuxième question, mais il y a vraiment cette notion de réorientation, de bien savoir quel est le cadre de l'écoute et quand est-ce qu'on passe le relais, quand est-ce qu'on donne les informations aux jeunes, de savoir de quel dispositif ils peuvent se saisir pour poursuivre l'accompagnement. Mais en tout cas, cette notion de première interface entre jeunes, elle était très importante pour nous. Et ce dont parle Alice, c'est vraiment cet espace de pair à pair entre jeunes aidants. C'est-à-dire que finalement, on se sent compris, on se sent non jugé quand on partage une même expérience de vie. Ce que disait Issa également sur cette notion de pair à pair de jeunesse finalement. Donc il y a vraiment cette notion-là à la pause brindille d'intégrer les jeunes aidants le plus possible dans toutes les réflexions qui aboutissent à nos différents projets, de ne pas faire à la place d'eux, mais de vraiment faire pour et avec les jeunes qui sont directement concernés, en tout cas ceux qu'on connaît et qui font partie de notre communauté. Donc encore une fois, ça ne répondrait pas forcément à tous les besoins des jeunes aidants. Et on se dit, enfin voilà, la jeunesse, c'est aussi, et la jeunesse aidante, c'est aussi un public qui est très diversifié. Enfin voilà, c'est difficile de dire ce dont les jeunes ont besoin, c'est ça précisément. Mais en tout cas, nous, on a vraiment ce souhait d'interroger et d'intégrer les jeunes pour leur permettre de participer à la création de nos projets au maximum. Alors, on a quelques questions sur le chat, notamment des personnes qui souhaitent savoir comment ça fonctionne, votre compte Instagram, si vous abordez des problématiques sur Instagram, si vous l'utilisez comme un chat principalement, voilà, comment ça fonctionne. Du coup, le groupe Instagram, en fait, les jeunes, ils l'intègrent sur leur volonté. Enfin, nous, on le met à disposition et après, l'idée, c'est qu'ils le rejoignent comme ils veulent. En fait, c'est vraiment un groupe d'échange assez libre où en fait les jeunes peuvent parler de leur aidance, mais c'est pas forcément des fois vraiment. Ils viennent sur le groupe pour raconter ce qu'ils ont fait de leur journée, raconter quelque chose qui s'est passé. Et c'est vraiment plus de créer un espace d'échange informel. Donc, on a quand même mis en place un système de modération justement avec 5 modérateurs où on se relaie pour quand même encadrer l'échange et poser le cadre. Mais en fait, les jeunes sont vraiment libres d'aborder les problématiques qu'ils veulent dedans. Et des fois, on aborde les problématiques de l'aidance entre eux, où ils peuvent se poser des questions et s'aider. Et des fois, pas du tout. C'est vraiment c'est assez libre. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Oui, non, le sujet de l'aidance sur le groupe Instagram, c'est pas le sujet qui est au cœur de toutes les conversations. Oui, comme l'a dit Lou, c'est surtout si quelqu'un a besoin, il sait qu'il peut venir sur le chat, sur la conversation, poser une question et il aura très certainement une réponse dans l'heure qui suit. Enfin voilà. Mais c'est pas que des questions autour de l'aidance, ça peut être des questions de l'ordre du quotidien ou des démarches. Enfin, c'est vraiment pas ciblé sur l'aidance. Ouais. Oui. Et ça peut être aussi des espaces d'entraide finalement parfois. Moi j'ai le souvenir par exemple d'un papa malade qui avait 2 enfants et qui se demandait si oui ou non il devait annoncer sa maladie à ses enfants. C'est un exemple très précis, mais voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Et donc il m'a demandé de partager cette question dans les groupes de discussion pour avoir des retours de jeunes qui ont eux-mêmes un parent ou un proche avec une maladie et donc de juste avoir les avis de jeunes qui vivent ça et avec leur
leur recul aussi. Tout à l'heure, il y avait une question sur cette notion d'intergénérationnel. Nous, c'est vrai qu'elle est aussi présente à la pause brandy, parce qu'on intègre pas mal d'anciens jeunes aidants ou d'adultes qui ont eu ce parcours-là par la suite. Alors, des adultes à des échelles un peu différentes. Mais c'est important pour nous aussi d'avoir ce regard un peu de quand on a vécu ça pendant longtemps, qu'est-ce qu'on en retire, quelles sont nos expériences. Et typiquement sur cette question-là, je pense que c'était ce qu'ils cherchaient, et d'avoir un peu les opinions diversifiées d'ailleurs, parce que parfois on n'a pas tous le même avis sur une même question, pour prendre sa propre décision. Voilà. Il y avait une autre question aussi sur le service Brin d'écoute. Est-ce qu'il est ouvert à tous ou seulement pour les jeunes aidants? Il est ouvert que aux jeunes aidants. Ouais, il y a destination des jeunes aidants de 13 à 25 ans. Environ. Voilà. Et on a une définition qui est assez large de l'aidance. Quand on parle d'aidance, on a cette idée que pour être jeune aidant, il faudrait aider quotidiennement, de manière intensive. C'est vrai qu'à la pause brandy, on est plutôt sur les jeunes qui sont confrontés à la maladie, au handicap, à l'addiction d'un proche, quel que soit ce proche, quelle que soit la problématique de santé, et quel que soit ce qu'ils font pour leurs proches. Donc on est sur une définition un peu large de cette situation-là. Oui, pour donner un exemple, moi je ne suis pas aidante au quotidien de ma sœur, puisqu'on ne vit pas ensemble et on ne vit même pas dans la même ville. Mais pour moi, l'aidance au quotidien, c'est plus de l'inquiétude ou de l'anticipation des futurs problèmes. Donc, Merci à toutes les trois pour vos partages. Je me tourne maintenant vers le CESE, donc Tilouane et Elno. En quoi cette question de la participation des jeunes vue comme un atout résonne avec l'initiative du CESE et notamment la mise en place d'un panel citoyen composé de jeunes? Déjà, pour moi, l'atout numéro un, c'est qu'on était les premiers concernés. C'est-à-dire que les adultes, la plupart, ils voyaient des statistiques. Nous, on voyait, on apportait la réalité du terrain, disons. Et pour moi, faire participer les jeunes dans ce processus, c'était une garantie de trouver des solutions qui nous parlaient vraiment. Donc pendant 6 jours répartis sur l'année, non, 3 en avril, 2 en mai et 1 en octobre, on a fait des ateliers, on a reçu des experts comme SICOM, on a fait des plénières, 2 si je ne me trompe pas. On était 20 jeunes qui étaient très différents, de sexes différents, de différents milieux, que ce soit sociaux ou géographiques. Et pourtant, cette différence a été notre plus grande force pour débattre. On a voté de 2 manières différentes. D'abord, des votes normaux et aussi des votes coup de cœur. C'est-à-dire qu'on n'avait qu'un seul coup de cœur, enfin, on avait, oui, qu'un seul coup de cœur pour trouver une priorité qui était la priorité numéro 1 dans chacune des 3 préconisations qu'on avait. Et pour moi, l'autre grand atout, c'était de nous faire participer, c'était tout simplement notre force de mobilisation. C'est-à-dire que même si on a une force de mobilisation qui est très personnelle, elle n'est pas forcément individuelle pour autant. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, moi, j'avais créé un formulaire qui a regroupé plus de 1500 réponses sur la santé mentale des jeunes, justement, et qui m'avait pas mal aidé à trouver des idées, des solutions dans le travail du CESE. Et voilà, c'est ça. Ensuite, ouais, ce que je pourrais dire, c'est que justement, le fait qu'on intègre les jeunes dans l'élaboration de la loi, on leur donne le pouvoir d'agir, et c'est le fait de nous faire entendre et savoir qu'on est entendu qui est déjà une première étape pour aller mieux mentalement. Oui, et nous, du côté CESE, en fait, il y a 2 sujets dans la question, même si c'est l'intitulé, c'est participation. Il y a la participation, en effet, notamment à des trucs très concrets, locaux, dans des établissements, mais aussi aux politiques publiques nationales. Et il y a l'engagement, participation en termes d'engagement, être acteur de quelque chose. Et sur les 2 sujets, on a eu des choses intéressantes. Sur la participation, tout d'abord, c'est très important en fait que les premiers concernés puissent participer à l'élaboration des politiques les concernant.
déjà, le système de base dans une démocratie, c'est qu'on a des représentants qui votent des lois. Il y a des représentants qui sont censés être représentatifs de plein de choses, qui représentent les lois, qui vont discuter de ce qui va gouverner et de ce qui va être les politiques publiques de nos territoires et de notre pays. Et donc, si ça, c'est la base, globalement, pourquoi elle ne s'applique pas, y compris à des citoyens, puisque moi, je pense que même quand on est mineur, on est citoyen. On a très peu l'idée, même si on peut y trouver des défauts, mais dans les entreprises, il y a des syndicats, et donc il y a un dialogue social. Dans les villes, lorsqu'on veut faire quelque chose sur le logement, normalement, on concerte un minimum des habitants et des acteurs du logement. Et donc, lorsqu'on parle de santé mentale, lorsqu'on parle d'autres choses, de bien d'autres choses, réseaux sociaux, d'écoles, de plein de choses, d'associations, c'est normal aussi de pouvoir avoir un dialogue avec les enfants et les jeunes. Et donc, notre première préconisation, d'ailleurs, c'est d'assurer une participation effective des enfants de l'échelle locale dans leur établissement scolaire jusqu'à l'échelle nationale avec l'élaboration des lois et leur effectivité. Mais il y a aussi ensuite comment est-ce que les jeunes peuvent s'engager et comment est-ce qu'on va plus loin là-dessus. Parce que ce soit en participant ou que ce soit en s'engageant dans une association, dans des actions, c'est pas forcément un engagement de long terme non plus, on se rend compte que être acteur, c'est déjà une première solution lorsqu'on a des problématiques de santé mentale. Être acteur, c'est toujours mieux que de subir une situation. Et donc, qu'on soit soi-même en mal-être ou qu'on soit témoin d'un mal-être et que notre moteur, ça soit de s'engager pour régler ça ne peut être que bénéfique. Bien entendu, si l'engagement, en guillemets, on le vit bien, et si en plus il donne quelque chose, c'est encore mieux. Mais donc, il y a quand même des perspectives, et je terminerai par là sur la question de l'engagement, où on voit que, par exemple, revoir totalement, se réintéresser aux questions, notamment sur les territoires, des lieux d'engagement, des lieux de sociabilisation réelle. On sait que, bon, il y a les maisons des adolescents, mais il y a aussi les maisons de quartier, ou voilà, des lieux où normalement, qui sont de moins en moins malheureusement financés, donc de moins en moins présents, mais lorsqu'ils existaient et s'ils existaient encore plus, c'était quand même des lieux où les enfants, les jeunes pouvaient se retrouver, pouvaient discuter entre pairs ou même pas forcément que entre pairs avec d'autres gens, donc se confronter aussi aux autres dans un cadre bien entendu organisé, dans un cadre un minimum modéré, des choses comme ça. Mais quand on parle des réseaux sociaux par exemple et du problème de la sociabilité réelle, en fait si on ne donne pas des lieux de sociabilité réelle, c'est très difficile de donner une alternative à ces choses-là. Donc voilà, c'est aussi comment est-ce qu'on valorise l'engagement. Aujourd'hui, encore une fois, si on reprend le monde des adultes, normalement, lorsque c'est bien fait, un syndicat, un associatif, un engagé, un élu, son engagement, il est pris en compte, voire il est organisé pour qu'on puisse s'y consacrer. Lorsqu'on est enfant ou jeune, pour l'instant, ce n'est que très peu le cas parce qu'on n'arrive pas à concevoir que un enfant, un jeune peut être engagé, alors peut-être pas au même niveau, à la même échelle que ce qu'on peut faire plus tard, mais quand même à son niveau et à son échelle. Et donc que ça doit être pris en compte, que ça doit être valorisé. Et quand on dit valorisé, en tout cas au CESE, c'est pas forcément récompense, c'est pas avoir le pins engagé, enfin comme ce qu'ils essayent de beaucoup faire en ce moment, mais c'est peut-être essayer d'avoir des cercles vertueux, c'est récompenser un minimum l'engagement en disant tiens, telle personne s'est engagée dans telle structure ou en ayant fait telle action cette année, on va lui offrir gratuitement une colo ou un autre milieu d'engagement, un autre milieu culturel qui va lui permettre d'aller encore plus loin dans tout ça. Voilà, c'est des petites idées, bien entendu, ce serait des réflexions plus globales à avoir sur les territoires et en accord de beaucoup d'acteurs. Mais voilà, c'est pour nous des choses qui ne sont que bénéfiques pour la santé mentale et même pour les jeunes et les enfants eux-mêmes, mais qui doivent être réfléchis parce que c'est même pas être réfléchi. On a beaucoup de choses à construire là-dessus. Et si on le faisait, ça améliorerait déjà pas mal de choses. Merci beaucoup, Tilouane et Elno. Je vais maintenant passer la parole à Eric. Du coup, Eric, de ton point de vue, voilà, de sociologue et des projets accompagnés, qu'est-ce que pour toi ça change quand les jeunes eux-mêmes mènent les projets ou qu'ils sont au cœur des démarches en santé mentale? Alors, merci. Alors, merci pour
pour tous les témoignages que vous avez pu apporter. Et ça conforte aussi, moi, ce que j'observe sur les questions d'éducation par les pairs, d'engagement des jeunes sur les questions de santé. Alors, pour reprendre les éléments que vous avez cités, je trouve qu'il y a déjà, alors, il y a participation et engagement, mais si on se remet sur le volet pair à pair, c'est un peu ce que vous avez tous soulevé. C'est à la fois la question de la prise en compte de savoir expérientiel, c'est-à-dire, moi j'ai été dans cette situation-là où je suis jeune, donc ça facilite effectivement les éléments de langage, d'adaptation de langage, hein. Nous, on a développé avec la Fédération Addiction une recherche-action sur les CJC numériques, hein. Voilà, sur la question des jeux d'argent et de hasard en ligne, on a fait le choix effectivement d'interviewer des jeunes sur leurs connaissances. Alors, pas uniquement des jeux d'argent et de hasard en ligne, mais des stratégies d'intervention qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Et si on n'a pas effectivement, alors je veux dire, ce recours à la jeunesse, mais en les considérant comme acteurs, on passe à côté de nos stratégies d'intervention. Donc, effectivement, ça facilite toutes ces dynamiques de rencontre de l'autre parce qu'on a le même âge, ou on a le même vécu, ou on a eu la même expérience. Alors voilà, après, on peut avoir plein de cas de figure. Et puis, ce que je trouve aussi intéressant, c'est, alors, je ne sais plus qui l'a dit, je crois que c'est la pause Brady, hein, cette question de la traduction des besoins, etc. Moi, je situe aussi beaucoup cette question de la paritude en termes de SAS, de traduction du monde adulte vers le monde jeune, parce que peut y avoir aussi cette question, les politiques publiques, si elles s'adressaient aux groupes de jeunes, effectivement, ça améliorerait un certain nombre de choses, alors en positif, etc. Et puis, à l'inverse, effectivement, de pouvoir remonter des besoins, des attentes ou des observations qui sont liées au fonctionnement des structures, au questionnement qu'il peut y avoir. Donc, cette question aussi de la traduction ou de SAS dans l'un et l'autre sens, etc. Alors, je dirais, le sens, on le retrouve aussi au point de vue du CESE d'une certaine façon. C'est-à-dire, voilà, comment effectivement les jeunes perçoivent les choses, quelles propositions ils peuvent en faire, et politiquement, comment ça peut être accompagné pour améliorer, je dirais, les choses. L'autre élément aussi, c'est que au travers de cette question, alors, du pair à pair, etc., on retrouve les fondements de l'éducation populaire, hein, d'une éducation de tous par tous et pour tous, avec une visée de transformation aussi. Et ça fait référence aussi à la Charte d'Ottawa en promotion de la santé, hein, dont on fête le 40e anniversaire cette année, sur les questions de participation. C'est-à-dire que on ne peut pas faire alors, je dirais, de politique publique de santé, là on reste dans le champ de la santé, ni d'action sans faire avec et pour les personnes. Alors, il y a encore du chemin à faire, bien évidemment. Et puis, ce que je trouve aussi intéressant, alors c'est toujours source de débat, bien sûr, mais c'est peut-être aussi de passer du statut d'être acteur à celui d'auteur. Et je crois qu'il y a une dimension alors d'écriture du récit, hein, on peut le dire de cette façon-là, mais d'être partie prenante d'une dynamique, alors qui va nous apporter effectivement, ça a été soulevé, des compétences, de l'utilité, de la reconnaissance sociale, mais d'être auteur et effectivement d'être aussi dans un plein exercice de citoyenneté aussi. Parce que les enfants et les jeunes sont des citoyens comme les autres. Voilà, et je crois qu'il y a un élément clé. Et puis, l'autre élément, alors vous l'avez soulevé, et moi je le vois aussi très très bien, c'est l'importance du collectif. Trouver des espaces ou créer des espaces ou être dans des collectifs qui restent une partie prenante à la fois de l'amélioration du bien-être, de la santé mentale, etc., mais qui sont des espaces de citoyenneté aussi, de discussion et de construction d'identité. Et donc, on retrouve ces dynamiques-là dans tout ce qui est pair à pair, groupe d'entraide, etc. On a vraiment cet espace collectif.
Et par rapport à ce qui était soulevé aussi, je pense que parfois aussi, dans le monde de la santé, on a du mal à se décloisonner et qu'effectivement, ces questions d'alliance avec d'autres secteurs éducatifs, sociaux, qui peuvent favoriser la participation ou qui ont aussi l'expertise de la participation aussi. Il y a aussi ce volet-là reste posé. Et juste aussi sur la question de la valorisation des compétences. Alors moi, je suis aussi en Bretagne, donc on travaille beaucoup sur ces questions de pair à pair. Et sur cette question de la valorisation, alors, de l'engagement, de la participation des jeunes, on travaille aussi à l'introduction, je dirais, dans les livrets de compétences. Notamment, ça c'est un axe, hein, il n'y a pas que celui-ci, livret de compétences, ou que ça soit valorisé aussi, alors, je le dis dans Pronote, hein, par exemple, toute cette valorisation du bénévolat et de l'engagement, que ça fasse partie, parce que on apprend, on apprend plein de choses, hein, en étant père soi-même ou en contact avec d'autres pères, bien sûr, et que c'est aussi de l'engagement en termes de temps. Hein, et que il faut pas négliger cet aspect-là. Donc on travaille effectivement à l'incursion autour de ce livret de compétences, pas exclusivement, mais ça peut être aussi la valorisation du bénévolat directement. Donc voilà un petit peu dans un premier temps ce que je peux en dire. Mais je reste à disposition, bien sûr. Merci Eric pour ton intervention. Donc comme il était dit dans le chat, en effet, la participation des Oui, jeunes pardon, et j'ai même pas. au-delà d'un atout, c'est essentiel hein, pour les projets en santé mentale. On va maintenant passer à notre deuxième partie, qui est plus sur les conditions de cette participation. Et notamment, on va s'interroger sur ce qui facilite et ce qui freine cette participation ou cet engagement des jeunes. Et je vais passer la parole en premier à la pause brindille. Donc, pour voir pour vous quelles sont les conditions de la participation et de l'engagement des jeunes, qu'est-ce qui rend possible, qu'est-ce qui facilite et qu'est-ce qui, au contraire, freine cette participation. Oui, tout à fait. Alors déjà, nous, sur la ligne d'écoute, ce qui permet de faciliter et d'encadrer cette écoute, c'est justement le fait que le cadre, en fait, on a un cadre qui est défini et qui est posé dès le premier message qui s'affiche quand un jeune se connecte sur la ligne d'écoute. Il y a un premier message qui s'affiche où, en fait, le jeune peut prendre connaissance des horaires de permanence, des conditions, donc du fait que ça soit anonyme, confidentiel, gratuit, et des conditions pour avoir une bonne écoute, qu'il faut rester respectueux, etc. Et du coup, en fait, ça permet d'encadrer l'échange parce que dès le début, en fait, le jeune qui vient parler sur le chat sait dans quel contexte et dans quel cadre il va être écouté. Et du coup, ça permet déjà dès le début de faciliter l'échange. Ils savent aussi qu'on n'est pas des professionnels de santé, on est des bénévoles formés et supervisés par un psychologue, mais que du coup notre écoute peut avoir des limites et qu'on ne peut pas tout entendre non plus. Et du coup, dans ces cas-là, on n'hésite pas à réorienter. En fait, on met à disposition des bénévoles écoutants des fiches ressources aussi pour faciliter justement cette réorientation selon la thématique que le jeune en face va aborder parce que des fois, du coup, ça dépasse notre cadre d'écoute. Des fois, ça dépasse juste le sujet de l'aidance et c'est des sujets plus profonds. Et dans ce cas-là, c'est important en tant qu'écoutant de aussi connaître son cadre interne et du coup, ses limites et ce qu'on peut recevoir et ce qu'on peut pas recevoir. Et en fait, c'est pas une faiblesse que de dire ça, je peux pas l'écouter et je peux pas t'écouter là-dessus. Et du coup, pas hésiter à réorienter justement vers soit des professionnels, soit d'autres lignes d'écoute qui sont spécialisées dans la problématique du jeune, que nous, en tant que bénévoles formés à l'écoute active et principalement du coup à la jeunesse aidante, on ne peut pas recevoir à l'instant T. Euh, voilà. Enfin, voilà. Tu veux aussi peut-être parler des supervisions? Oui, donc du coup, en tant que bénévole écoutant, il y a des supervisions qui sont mises à disposition toutes les 6 semaines, avec du coup un psychologue qui vient à l'association, mais ça se fait aussi en visio pour que ça soit accessible à tous, parce qu'on a des bénévoles qui viennent de partout en France. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir échanger avec du coup un professionnel sur des situations qui nous sont arrivées pendant les permanences d'écoute, où des fois, on peut avoir une permanence un peu plus lourde que d'autres, ou avoir des sujets qui résonnent différemment
chez nous et c'est important de ne pas tout garder pour soi et de pouvoir en discuter. Et souvent, en fait, on est plusieurs écoutants à participer à la même supervision. Donc, même entre écoutants, en fait, le pair à pair, il se fait là aussi, où en fait, on peut un peu partager tout en gardant l'anonymat de ce qui nous a été confié, évidemment, mais partager du coup des situations qui nous ont mis en difficulté ou qui nous ont posé question et pouvoir échanger sur notre pratique. En fait, c'est important aussi de ne pas tout garder et de ne pas faire seul. C'est important de partager avec tous les autres écoutants et du coup avec un professionnel qui peut aussi nous aiguiller en disant là, du coup, c'est bien comment tu as réagi ou peut-être que tu aurais pu l'aiguiller en tel sens. Et toi, Alice, peut-être plus sur le Groupe Instagram. Ouais, le groupe Insta. Et sur le groupe Instagram, du coup, il y a la charte de bon fonctionnement du groupe, en fait, qu'on signe avant notre arrivée sur le groupe, qu'on s'engage à respecter, donc, et qui peut nous être rappelée lorsqu'on dépasse le cadre de la bienveillance et du respect des autres. Jusqu'à maintenant, je ne crois pas que ça a été vraiment dépassé au point de devoir exclure quelqu'un, mais il y a eu des rappels à l'ordre, ça arrive. Et évidemment, comme il n'y a pas des modérateurs ou des modératrices tout le temps, et ça peut arriver que du coup, il y ait des dépassements un peu en dehors des modérations. Et du coup, le rappel se fait un peu plus tard, mais il se fait aussi entre nous. C'est-à-dire que certaines personnes parmi nous peuvent se permettre du coup de rappeler qu'il y a la charte et que là, ils vont se faire taper sur les doigts, quoi. C'est aussi ça qui est bien dans le pair à pair, c'est qu'on fait toujours très attention à garder ce groupe Instagram comme une safe place pour tout le monde, avec un cadre sécurisant pour chacun. Et du coup, on s'autorise chacun à se dire, ok, là, je pense que tu dépasses le cadre. Peut-être que tu devrais faire attention à comment tu formules les choses. Parfois aussi, vu qu'on a déjà eu des exemples de la part des modérateurs, des modératrices, on se permet aussi de dire, on nous a déjà donné ce petit numéro ou ce lien qui pourrait peut-être être utile là maintenant, puisque nous, on ne pourra pas t'aider. Mais du coup, on se permet ce genre de choses. Et on se permet aussi de parler de nos propres expériences, donc de dire, moi, tu vois, une fois j'étais dans la même situation que toi, j'ai contacté telle personne, enfin tel service, ça m'a beaucoup aidé, peut-être que toi, ça pourra t'aider. Parce que finalement, ce que dit Alice, et ce qui est important pour nous, c'est non seulement que la charte en termes de bienveillance, de respect, de non-discrimination, elle soit respectée, mais aussi en termes de sujets abordés. C'est-à-dire que dans le groupe Instagram, il peut surgir des sujets qui peuvent être très lourds, qui devraient plutôt être partagés anonymement sur la ligne d'écoute. Mais notre objectif, c'est aussi que ça repose pas sur les jeunes, que l'entraide, elle soit pas, enfin, elle pénalise pas ou elle rebondisse pas sur les jeunes qui je le rappelle, sont des aidants. Donc, en fait, cette thématique de l'engagement chez les jeunes aidants, elle peut vite être problématique parce que si on demande à des jeunes aidants de s'engager, la difficulté, puisque l'engagement, l'aidant, c'est toute leur vie, c'est un peu de rentrer dans un cercle vicieux infini. Enfin, je sais pas si... Oui, si. Il y a ce côté-là, oui, où on est aidant dans notre quotidien et quand on vient sur le groupe Instagram, c'est pour sortir de cette vie d'aidant. Si d'un coup on se retrouve à devoir aider quelqu'un qu'on connaît pas beaucoup, ça devient très compliqué et c'est aussi pour ça que c'est toujours bien rappelé de se permettre de dire là j'ai pas envie, là je ne peux pas, là c'est pas mon rôle et donc je te transmets à quelqu'un d'autre. Donc ouais, finalement, ce qui pour nous permet cette participation, c'est vraiment le cadre, l'intervention des professionnels et de savoir ce qui est de l'ordre de notre écoute, de nos espaces et ce qui n'en relève pas. C'est vraiment ça qui est très important sur la ligne d'écoute comme sur le groupe Insta, hein. C'est vraiment de se dire, là, c'est OK, on peut le gérer, on peut l'écouter, enfin, ce qui est partagé est bienvenu et finalement, ça ne relève pas de ce que nous, on est capable d'entendre, d'écouter ou d'accueillir et on va le réorienter et on va en parler en supervision ou entre nous avec cette notion de communauté. Et moi, un des autres sujets que je voulais aborder sur cette question-là, c'est aussi la question de la légitimité. Finalement, nous, quand on a créé la Pause Brindille, alors la Pause Brindille était créée par une personne qui est une adulte, qui s'appelle Axel Anderlé, qui est maman aidante, mais très vite, on était des personnes assez jeunes qui ont rejoint l'association et qui l'ont portée. Avec cette notion justement assez un peu novatrice, on va dire, de défendre le pair à pair quand on parle de jeunes qui peuvent être en difficulté, en souffrance au niveau de la santé mentale.
Donc d'avoir vraiment des espaces entre pairs non professionnels au sens de pas portés par des psychologues, des assistants de services sociaux, etc. Et donc c'était un projet qui était quand même assez différent. Bon, alors pour nous, qui est très complémentaire avec ce qui est proposé par d'autres structures, mais quand même différent, avec un positionnement qui est différent. Et finalement, ce qui a pu être ressenti, en tout cas dans les premières années de vie de la pause brindille, c'était vraiment cette notion de légitimité. C'est qu'on nous faisait comprendre, quand on intervenait auprès de professionnels, que on n'était pas très légitime ou que notre positionnement était délicat et que si je dois y mettre des guillemets, on faisait, enfin voilà, on bidouillait nos petites histoires de notre côté, quoi. Enfin voilà, je le parle avec mes mots, hein, mais vous y mettez toute la nuance nécessaire. Et donc finalement, nous, il a fallu aussi défendre notre propre légitimité, la légitimité de notre positionnement devant des professionnels qui sont une de nos premières interfaces, puisque ce sont eux qui côtoient les jeunes aidants et qui peuvent nous les orienter aussi. Donc il a vraiment fallu réussir à expliquer et à défendre que nos espaces, ils étaient sécurisés, ils étaient cadrants. Et donc, comment on a réussi à défendre cette légitimité-là? Ben, c'est déjà en portant ce dont nous, on aurait eu besoin à notre époque en tant qu'anciens jeunes aidants, parce qu'on est beaucoup au sein de la pause brindille à être concernés, donc de défendre que c'est nos besoins aussi qu'on les fait entendre, de s'appuyer sur des professionnels autour de nous qui, très vite, ont aussi défendu avec nous cette vision-là, et d'être très clair sur justement ce cadre interne et associatif pour dire, bah voilà, qu'est-ce qui relève de notre écoute, qu'est-ce qui ne l'est pas, et vers quand est-ce qu'on redirige et comment on fait attention aussi à nos jeunes, aux jeunes qui participent à nos espaces et à nous-mêmes en tant qu'écoutants, en tant que jeunes aidants engagés ou en tant que salariés. Voilà, je ne sais pas si ça répondait à la question. Et peut-être il y a eu juste une question sur le chat auquel je me permets de répondre. À la pause brindille, on n'a pas vraiment de file active comme une structure du médico-social. Mais si vous voulez, sur le service d'écoute, on écoute entre 200 et 250 jeunes. En tout cas, c'est les chiffres de l'année passée. Donc, c'est en augmentation tous les ans. Ça, c'est vraiment sur l'espace d'écoute. Quand je dis qu'on n'a pas de file active, c'est que c'est pas un accompagnement à proprement parler, même si évidemment les jeunes reviennent et sont sous leur pseudo, on les retrouve. Mais voilà, on ne fonctionne pas vraiment sur un format de file active. Mais voilà, on a entre 200 et 250 jeunes sur cet espace-là. Sur le groupe Insta, on est une quarantaine aujourd'hui. 41. Ouais, 41. Bah, merci beaucoup à toutes les trois. Je me tourne maintenant vers le CESE, Thiloane et Elno. Selon vous, qu'est-ce qui est possible, quel cadre poser pour rendre possible, faciliter justement cette participation, cet engagement, et puis pour prendre en compte, pour une réelle prise en compte effective de la parole des jeunes, de votre expérience? Ben, pour bien faire, je vais commencer par les peu de freins qu'il y avait. Au tout début, ben, le seul frein qu'on avait réellement, c'était l'appréhension. C'est-à-dire qu'on se retrouvait à 20 jeunes qui représentaient toute la France. Et on est de milieux sociaux totalement différents, comme je l'ai dit auparavant. On n'avait pas les mêmes codes. Et donc, le frein naturel, c'était vraiment la timidité. Parce qu'on pouvait vite se demander si on avait le droit de prendre la parole ou si notre avis comptait vraiment. Mais ben, grâce au CESE, il y a eu plusieurs facilitateurs. Ils ont mis en place déjà tout ce qu'il fallait pour faciliter les choses. Sur le plan matériel, ils ont pris en charge tous les frais et les transports. Donc, c'est la base, mais ça a mis tout le monde sur un pied d'égalité dès le début, peu importe d'où on venait. Ensuite, sur le plan humain, comme je disais pour la timidité, pour la vaincre, justement, on a utilisé un système de brise-glace. Donc, au lieu de nous mettre directement au travail, on a fait des sortes de petits jeux pour apprendre à se connaître sans pression et pour créer une cohésion et une inclusion assez massive. Ça a permis de décoincer tout le monde dès les premières minutes et de créer un vrai groupe, simplement. Et ensuite, le dernier facilitateur, ce serait que tout a été rendu possible grâce à la posture des conseillers du CESE et aux autres personnels du CESE, puisqu'ils ont joué le jeu à fond. Ils se regardaient pas de haut, ils nous ont écoutés, ils nous ont accompagnés, et surtout, ben, ils faisaient exprès de faire tourner la parole pour que tout le monde puisse s'assurer de parler et de se sentir légitime.
Et grâce à ça, nos différences, elles sont devenues notre plus grande richesse pour pouvoir débattre, tout simplement. Dans la continuité, Tiloane, c'est un peu le retour à expérience aussi de mon côté, mais que sur l'initiative CESE, et ensuite quand même donner un peu notre vision CESE sur qu'est-ce qu'il faudrait dans la société de manière générale pour rendre plus effectif. Et donc, avec le biais que le panel dont je vous parle, c'est un panel d'une institution nationale, donc forcément avec ses limites aussi en termes de représentativité, en termes de... enfin, on ne peut pas le remettre à l'identique à toute initiative locale de participation aux politiques publiques à leur élaboration. Mais déjà, premier conseil, c'est qu'il faut se lancer. C'est-à-dire que le CESE, ça a beau être une chambre qui a déjà eu des initiatives sur la participation citoyenne de manière générale, de faire participer des publics qui ne sont pas forcément organisés à l'élaboration d'avis ou de projets de politique publique, mais pourtant, c'était jamais lancé dans le public mineur. Pourquoi? Appréhension sur la responsabilité à prendre. Est-ce que comment les choisir, vers qui se tourner, comment avoir quelque chose de représentatif et en même temps les autorisations parentales, des choses comme ça. Une peur logistique et une peur un petit peu de comment est-ce qu'on va surmonter tout ça. Donc nous, déjà, mon groupe Organisation étudiante Mouvement de Jeunesse, on a travaillé avec la Dynamique pour les droits de l'enfant, donc qui est une dynamique, une fédération de structures qui travaillent sur les droits de l'enfant, l'UNICEF, Tiloane l'a cité, mais il y a aussi SOS Village d'enfants, AMF, France Handicap, plein de structures différentes qui travaillent sur ces questions-là, pour justement un peu arriver avec clé en main des projets, des perspective, et on a travaillé avec le service participation citoyenne qui a été très constructif et qui nous a vraiment bien aidé à matérialiser tout ça. Et donc c'est déjà anticiper toutes ces questions-là, tout ce que dit Tiloane sur la prise en charge, sur facilitateurs, les animateurs, animatrices en l'occurrence le plus, etc. Ça s'anticipe, ça s'organise, ça se forme. Je veux dire, il y a eu des formations aussi en amont de toutes les animatrices sur ces questions-là. Et anticiper le programme, en effet les brise-glaces, mais aussi comment est-ce que régulièrement, lorsqu'on sentait que les gens, les enfants, les jeunes étaient plus très attentifs, comment est-ce qu'on faisait des exercices un peu pause, mais en même temps, voilà, on se remettait dans le truc par des jeux là aussi. Voilà, c'est des choses qui ne viennent pas nulle part, c'est une expertise qui se construit, c'est des choses qui s'anticipent. Comment est-ce qu'on choisit les profils? Déjà, donc là, pour cette initiative-là, en tout cas, c'était justement la diversité des associations qui nous permettait ensuite de faire un tirage au sort en interne de ces associations pour avoir la représentativité parité, représentativité territoriale, représentativité des milieux, le handicap, la précarité, les jeunes placés en ASE, des jeunes qui avaient déjà participé à des initiatives qui faisaient partie de conseils de jeunes régionaux, municipaux, des choses comme ça. Cette diversité, voilà, elle se construit, c'est des critères qu'on met dès le départ. Et là, je ne sais pas si Tiloane a eu l'information, mais je crois qu'au final, sur les 5 associations qui ont participé au tirage au sort, ils avaient environ 80, entre 80 et 100 personnes qui s'étaient portées volontaires dans ce tirage au sort pour arriver au 20. Donc ça veut dire que déjà, il y avait eu tous ces filtres à travers ces critères-là qui sont faits pour arriver aux 20 qui ont participé. Ensuite, donc, il y a mettre les moyens. Enfin, je veux dire, le CESE a mis les moyens pour justement adopter, avec là aussi, par contre, des freins. Je veux dire, on avait un panéliste qui était en fauteuil roulant, et clairement, le CESE est très peu adapté au fauteuil roulant, ce qui fait qu'on a dû organiser d'une journée sur l'autre, se relayer, etc. Et j'espère que ce sera une erreur dont on tirera leçon dans le futur, en tout cas, qui a été bien remontée. Mais voilà, c'est des choses comme ça. On avait une infirmière qui était à disposition aussi au cas où il y avait des problèmes de santé ou même de santé mentale. Ils avaient des accompagnateurs qui ne participaient pas au débat, mais qui étaient bien entendu là à 100%, qui pouvaient télétravailler. On leur avait mis une salle à disposition, etc. Donc voilà, c'est des choses comme ça. Et enfin, il y a l'après. Et l'après, c'est la redevabilité. Si je pense qu'au CESE, on a plutôt bien répondu avec, en effet, comme le disait Tiloane, on les a fait participer à plein d'échanges. On leur a laissé l'occasion de présenter leurs travaux à plein d'occasions. Et même, moi, j'ai fait en sorte que tous les travaux à l'Assemblée nationale, dans certains acteurs, ici, ce webinaire,
par exemple, si les gens étaient volontaires, Tiloane en l'occurrence aujourd'hui, mais plein d'autres pour d'autres occasions, eh bien de les associer, de leur montrer que leur parole, c'était pas juste moi qui l'a rapporté, mais aussi eux directement. Et bien entendu, et c'est là où je vais commencer à faire la transition avec de manière plus générale, la redevabilité, elle doit se faire dans les politiques publiques. Et ça, nous-mêmes, on le connaît, puisque nous-mêmes, acteurs du CESE, on donne des avis, on n'est pas décisionnaire et on aimerait être plus pris en compte. C'est la même chose pour une participation effective. Il faut que la redevabilité, elle se fasse par les pouvoirs publics, par ceux qui ensuite prennent les décisions et les appliquent. Et ça, c'est hyper important. Donc, je termine sur, de manière générale, la hors initiative du panel du CESE. Quand même finir sur dire que ça marche. Enfin, on se l'est appliqué à nous-mêmes et du coup, on se rend compte que ça marche. Ça nous a permis d'aborder des sujets un peu différemment parce que le panel nous l'avait dit. Les questions de jugement par rapport aux discriminations, les questions d'école et de priorité dans le milieu scolaire, parce qu'on avait bien identifié le sujet scolaire, mais pas forcément toutes les priorités que eux ont pu nous apporter. Et donc, si ça marche, ça veut dire que plus on l'applique et plus le pair à pair, plus les initiatives associatives ou non se font. Pour nous, pour que ça marche, c'est donner les moyens financiers, humains, enfin les appuis qu'il faut soutenir les choses, faire confiance. Faire confiance, ça revient avec la question de la légitimité, mais c'est de se dire on va investir quelque chose où on n'aura pas toute la maîtrise, mais donc on fait confiance pour que les jeunes eux-mêmes, les enfants, les pairs à pairs puissent apporter les bonnes réponses et parfois se tromper, mais en même temps, je pense que rarement, même en se trompant, on fait des erreurs. Donc ça, c'est moyen, confiance et redevabilité. C'est comment est-ce que cette parole et cette action, elle est vraiment prise en compte parce que si c'est pas inutile d'agir, c'est souvent contre-productif, notamment lorsqu'on voit la défiance envers les acteurs organisés, envers les outils politiques de manière générale. Si on n'apporte pas de réponse, cette défiance, elle se multiplie et donc au final, tout le monde en pâtit. Merci beaucoup, Elno et Tiloane. Je vais maintenant laisser la parole à Issa et Eugénie pour les ambassadeurs santé mentale. Vous, depuis votre expérience, quelle posture ou quel cadre de la part des adultes, des professionnels peuvent faciliter ou au contraire freiner la participation, l'engagement? Je sais que les questions de légitimité aussi des intervenants pairs sont posées aussi pour vous et que voilà, vous avez des choses à en dire. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez nous livrer à ce sujet? Mais comme je le disais précédemment, c'est vrai qu'il y a cette question de légitimité et finalement, se former, c'est ce qui nous permet aussi d'avoir cette légitimité parce que bon, on a les connaissances, etc. Mais aussi, on est formé sur ce principe de pair à pair parce que c'est vrai que c'est difficile de se dire je suis là pour transmettre des choses, sensibiliser, etc. Mais en même temps, je ne suis pas un professionnel de santé, je ne suis pas une personne qui est là pour régler tous les problèmes, etc. Et donc, c'est hyper important pour nous de savoir qu'est-ce qu'on est capable de faire et qu'est-ce qu'on n'est pas capable de faire et comment justement on peut réorienter vers des professionnels s'il y en a besoin. Donc c'est pour ça que je pense que c'est très important d'être formé là-dessus. Et aussi quand on parle de légitimité, c'est vrai que nous, au tout début, quand on commençait notre engagement, il y a plein de questions qu'on se pose. On se dit, OK, moi je suis jeune, on n'a pas forcément beaucoup d'expérience ou on a énormément de responsabilités, etc. Et donc, c'est une question qu'on peut se poser au quotidien dans notre équipe. Voilà, ça arrive très souvent. On se dit, bon, est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que je vais oser faire ça, etc. Et donc, voilà, c'est super important qu'on soit accompagné et qu'on arrive à valoriser les jeunes qui sont engagés et à leur dire, si, c'est important et vous êtes capable de le faire. Donc voilà. Et d'autre part, ce qui est aussi très important, c'est l'encadrement qu'on peut, par exemple, avoir avec Eugénie, comme elle expliquait, elle est avec nous au quotidien. Voilà, elle est là pour valider nos interventions, elle est là aussi si on a des questions. Donc, ça nous permet aussi de renforcer cette légitimité parce qu'on se dit, on a nos idées, on a plein de choses et de l'autre côté, c'est validé aussi par des professionnels et cetera et donc ça nous renforce cette idée que, normalement, quand on va intervenir, tout est parfait, tout est carré, on va dire et donc voilà. Donc je pense que c'est vraiment un équilibre entre liberté d'action, voilà, on est libre de savoir, quelle structure on contacte, on est libre de créer des jeux, on est libre de penser plein de choses, mais aussi il est important d'avoir cet encadrement à côté, pour que tout fonctionne, très bien. Voilà. Merci Issa.
C'est vrai que sur le fait de faciliter, enfin la place aussi des professionnels pour faciliter ou freiner, je dirais que comme l'avait dit ça au début, c'est que malheureusement le pair à pair fonctionne bien quand c'est vraiment des jeunes avec des jeunes et lorsqu'il y a un adulte qui peut aussi prendre un petit peu le lead finalement de l'ambiance, ça déséquilibre finalement cette horizontalité dans la relation. Mais d'un autre côté, je pense que l'attitude des professionnels lorsqu'ils connaissent finalement le dispositif et qu'on échange en fait sur l'intérêt du pair à pair peut être facilitant justement puisque si eux aussi sont convaincus de l'intérêt du pair à pair, c'est plus simple aussi de transmettre aux jeunes qui vont participer aux interventions l'intérêt et le format finalement et pas seulement de dire bon bah voilà, vous allez être avec des jeunes, allez-y quoi. Enfin, c'est un petit peu des fois compliqué d'arriver en tant qu'ambassadeur et de se présenter et d'avoir vraiment l'attention de tous. Et donc, ils ont quand même des outils, ils permettent, enfin, comme l'a dit ça, des outils ludiques qui permettent finalement de baisser un petit peu la garde, entre guillemets, et de pouvoir échanger assez facilement. Mais c'est vrai que si en amont, les professionnels éducatifs, par exemple, dans les lycées, dans d'autres structures aussi, mission locale, école de la seconde chance, sont aussi dans cette démarche de pair à pair et qu'ils la valorisent auprès des jeunes, ça fait déjà du travail en amont de fait, on va dire. Euh, voilà. On a une question dans le chat pour savoir comment convaincre justement quand certaines institutions sont réticentes à l'intervention des jeunes ambassadeurs, dans votre cas. Je ne sais pas si tu veux commencer, Issa. Vas-y. Non, mais comme tu veux. Oui, ben, c'est sûr qu'il y a vraiment un travail de... Finalement, on a presque une impression de vendre quelque chose, c'est-à-dire qu'on doit se présenter, envoyer des mails, etc., recontacter, aller sur place. Enfin, il y a vraiment cette question de... Il faut convaincre, il faut expliquer que c'est important, il faut expliquer que voilà, on est là et que c'est vraiment un besoin qui est important. Et c'est vrai que ben, de toute façon, la santé mentale, malheureusement, même si on en parle de plus en plus, on dit c'est important, mais en même temps, c'est pas forcément la priorité. Et donc, quand on va contacter des lycées ou d'autres structures, ils vont se dire, ah oui, c'est top, c'est super, mais bon, pour le moment, ça pas être possible, ou etc. Donc, c'est vrai qu'il y a cette question de, on sait que c'est important, mais c'est peut-être pas forcément la priorité. Et donc, il y a vraiment un travail d'essayer de convaincre, etc. Et s'il n'y a pas une personne qui est déjà moteur, en fait, dans ces structures-là, bah, c'est un peu plus difficile. Donc, c'est pour ça que généralement, on essaie d'avoir les contacts par exemple, des infirmières scolaires, des infirmiers scolaires, qui, eux, sont aussi, bah, bien évidemment, engagés dans cette question de santé mentale, etc. Mais il est vrai que, voilà, quand il n'y a pas forcément quelqu'un de moteur dans les structures, ça peut être assez difficile. Et c'est vrai que pour les structures en fait qui ont déjà du lien avec le dispositif, c'est assez simple ensuite de renouveler l'expérience les années d'après. Mais c'est aussi dans mes missions et dans celles de mes autres collègues dans d'autres territoires, parce que c'est vrai que j'ai précisé mes territoires, mais il y a aussi Lyon, Grenoble, Chambéry, Valence, Saint-Étienne et Roanne, qui sont couverts pour le moment par le dispositif ambassadeur santé mentale, avec d'autres territoires aussi qui sont franchisés. Mais si jamais vous voulez plus de détails, vous pourrez aussi voir sur le site ambassadeur santé mentale. C'est aussi dans mes missions de promouvoir en fait le dispositif en expliquant finalement de A à Z comment est-ce que ça prend forme. Donc au niveau aussi de la formation des jeunes, comment est-ce qu'ils sont encadrés, comment est-ce qu'ils sont suivis toute l'année et c'est aussi parfois comment dire, le juste milieu, c'est que lorsque la structure veut absolument se rendre compte de ce que c'est une, euh, une intervention en pair à pair, c'est d'être présent le jour J, mais on essaye du coup de faire en sorte que la personne ne prenne pas la parole. On essaye vraiment d'argumenter pour dire que bah, déjà la seule présence de l'adulte, enfin du référent, peut perturber un petit peu la parole. Ça leur permet quand même d'être rassurés sur le fait de se dire, ok, donc c'est ça en fait. Parce que parfois, ils ont un peu de mal à se représenter concrètement ce que c'est. Et donc, même si l'objectif, c'est quand même de laisser les jeunes avec les ambassadeurs santé mentale pour 1 heure et demie, 2 heures avec quelque chose de construit, on peut permettre, pour une première intervention notamment, la présence d'un encadrant pour justement ensuite, pour la suite, que ce soit une relation de confiance finalement. Voilà. Merci à tous les deux. Je me tourne maintenant vers Eric.
Éric Legrand, donc de ton regard, quelles sont les conditions à réunir justement pour permettre une participation effective et au contraire les écueils à éviter? Alors, alors, favoriser une participation effective, je crois qu'il y a quand même une question assez centrale autour de la légitimité, hein, ça a été évoqué, mais que je mets en fait, à deux niveaux. D'une part, la légitimité, est-ce qu'un jeune s'empare des questions de santé et je crois que d'avoir aussi et de présenter alors, aux professionnels un cadre structurant, c'est-à-dire que les jeunes n'y vont pas comme ça. Alors pour prendre une expression, la fleur au fusil, mais il y a une formation, une supervision, un encadrement, des méthodes pédagogiques qui sont développées, fait partie effectivement des éléments structurants, rassurants, à la fois, je dirais, pour les jeunes eux-mêmes, hein, et je reviendrai parce que ça peut faire partie d'un écueil aussi, bien sûr, mais aussi pour les professionnels. C'est-à-dire que il y a un enjeu autour de cet aspect-là. Et puis aussi légitimité ou des professionnels, je dirais, c'est comment nous on a envie de faire, mais comment on peut faire. Hein, c'est un peu ce qui a été soulevé aussi par le CESE, c'est-à-dire on veut pas non plus j'allais dire, changer la parole du jeune, on fait attention à un équilibre, etc. Donc il y a quand même aussi cet enjeu-là, et je trouve que cette question repose en fait le fait de quel dialogue, quels sont les espaces de dialogue qu'il y a entre les uns et les autres, comment on crée ces espaces de dialogue pour que les choses se déroulent bien. Et je crois aussi que par rapport aux professionnels, il y a alors, des structures qui peuvent, alors je ne parle pas de ceux qui mettent directement en œuvre, mais des autres structures, se pose un questionnement autour de l'accompagnement. C'est-à-dire comment on accompagne, et l'accompagnement, c'est un changement de posture en fait. C'est pas uniquement dire on va faire cette méthodologie de projet, c'est à la fois rassurer, accompagner, parfois dire superviser aussi. Donc il y a quand même cet enjeu-là qui se pose et qu'effectivement dans tous ces programmes d'éducation par les pairs, l'adulte ne s'efface pas. Je crois que ça c'est important aussi, ça fait aussi partie des enjeux de légitimité. L'adulte ne s'efface pas. Il prend un autre rôle, bien sûr, mais il a un rôle moteur à jouer. Donc, je dis, voilà, il y a aussi une question de préparation des adultes. C'est un peu paradoxal de le dire comme ça, mais in fine, on est quand même aussi dans ces enjeux-là. Faire confiance aux jeunes. Alors, Issa, tu soulevais effectivement la question que la santé mentale, c'était pas simple pour tous les professionnels. Est-ce qu'on peut faire confiance aux jeunes sur ces aspects-là? Mais travaillant sur cette question depuis maintenant une dizaine d'années, voilà, quand c'est des actions sur le tabac, bon, les professionnels, ça les inquiète pas trop. Dès qu'on aborde les questions de sexualité, c'est panique en plein ciel, parce que voilà, un jeune qui va parler de sexualité, enfin quand même. Et donc la réassurance se fait aussi au travers des formations, des supervisions qui se posent aussi directement. Donc ce qui facilite, c'est effectivement voilà, ces mises en condition. Et là aussi, je pense que c'est important de le penser en termes de projet global, que ce soit dans une structure, c'est pas du one shot, hein. C'est dans quelle stratégie ça s'insère localement au sein d'une structure, quelle qu'elle soit, établissement ou autre. Après, ce qui peut être freinant aussi, c'est que quand même, au travers de cette question de la participation ou de l'engagement, ça peut être aussi très inégalitaire. C'est pas n'importe quel jeune qui s'engage, qui participe. Et ça, je crois qu'il faut l'avoir aussi à l'esprit. Tous les jeunes ne vont pas s'engager sur les questions de santé, hein, je me situe bien dessus, et que, alors ça ne veut pas dire que ça ne les intéresse pas, mais ça peut être aussi effrayant de dire, tout d'un coup, je vais me retrouver face à un groupe de jeunes, et excusez-moi, mais les jeunes entre eux ne sont pas toujours tendres. C'est-à-dire qu'il y a la libération de la parole, mais elle peut être excessive, la libération de la parole, et pas uniquement pour parler de ces problématiques de santé ou des questionnements autres. Donc, il y a, voilà, tous les jeunes n'ont pas envie de s'engager, de participer, donc c'est aussi peut-être à trouver d'autres formes
que voilà, l'engagement par les pairs est une forme, mais tout le monde n'ira pas. Donc voilà, comment on prend en compte ces aspects-là d'inégalité, mais ces questions, hein, c'est un peu ce qui a été soulevé aussi par rapport au CESE. Comment on fait pour choisir? Alors, je mets des guillemets, hein, bien évidemment, en disant comment pour faire pour choisir. Bah, on sait que tout le monde ne va pas y aller, même s'il y a des candidatures. Il y a des profils qui sont plus en appétence sur l'engagement et la participation, d'autres moins. Donc voilà, qu'est-ce qu'on invente comme autre forme, je dirais, par rapport à ça. Et aussi, moi j'ai beaucoup aimé ce terme-là, parce que je le retrouve hein, auprès des collectifs de jeunes, que ce soit sur la santé ou autre, c'est la question de safe place, en fait. Mais la safe place, alors, quand je dis mais, c'est pas contre la safe place, bien sûr, c'est dire, ben, ça se joue aussi dans les questions de gouvernance aussi. Actuellement, les jeunes sur le milieu associatif ou autre vont s'engager effectivement peut-être sur du court terme, mais il leur faut des réponses concrètes, etc. Donc ça réinterroge aussi nos modalités de gouvernance, mais ça peut être aussi au point de vue du CESE ou dans tout organe hein, de démocratie en santé aussi qui existe, comment on crée de la safe place pour que les jeunes se sentent rassurés et qu'on accepte aussi à un moment donné qui ne participent plus. Parce que l'engagement peut être sur 7 mois et après on passe à autre chose et c'est tout à fait légitime, hein, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ou même si moi à un moment donné je me sens pas bien dans ce dispositif, hein, je vais dire bah j'ai le droit d'en partir. Et ça fait partie aussi de la safe place, c'est-à-dire que là c'est important. Et puis l'autre élément, bah, c'est quand on fait effectivement des propositions, c'est que bah, qu'on soit entendu, écouté et qu'on voit que peut y avoir des potentialités d'action derrière. Parce qu'on peut être écouté pour être écouté, ce qui est déjà une bonne chose, bien sûr. Mais si par ailleurs il n'y a pas alors je veux dire d'effet, bah, ça veut dire aussi que bah, si on nous propose un autre dispositif de participation, moi j'irai pas. Parce que j'y ai été une fois, ça n'a pas donné de résultats concrets. Donc il y a aussi un enjeu de responsabilité globale, hein, justement d'accompagnement, alors à la fois sur les actions, mais aussi sur les propositions qui peuvent être faites, comment on met ça en œuvre. Donc il y a à la fois effectivement cette question alors c'est pas des freins, ça fait aussi partie des conditions à la participation elle-même, d'une façon générale, pour pas qu'on ait l'impression, je veux dire, alors je mets des guillemets en le disant, d'utiliser les jeunes parce qu'ils sont jeunes, mais voilà, qu'il y a un autre rôle qui leur est aussi apporté et qu'on écoute aussi les choses. Voilà, donc les freins, c'est à la fois sur le public, mais les conditions, c'est voilà, la légitimité, mais qu'on peut avoir dans les deux sens aussi. À la fois du point de vue des jeunes, est-ce que voilà, je suis en capacité ou je me sens capable de, voilà, et puis aussi au point de vue des professionnels, hein, voilà, de changer effectivement un certain nombre de regards dessus en créant des espaces d'échange. Et vous souleviez les questions de formation. Bah voilà, ceux qui, par exemple, peuvent accompagner les groupes de jeunes, c'est aussi d'aller dans les formations, regarder ce qu'ils font dans les interventions, etc., pour se familiariser, parce que on parle beaucoup d'éducation par les pairs. Alors, il y a plein de termes qui vont autour, mais on en sait peu de choses. Et que ce soit les adultes ou les jeunes, on a besoin de rassurance, de réassurance, je ne sais pas, dessus. Puisque un des fondements clés, c'est est-ce que l'on peut faire confiance aux jeunes sur les questions de santé? Sur les autres aspects, on se pose moins cette question-là, mais sur les questions de santé, on s'en pose beaucoup plus pour des raisons diverses. Voilà. Merci beaucoup, Eric. On va pouvoir passer à notre troisième question qu'on va poser tour à tour aux intervenants, donc qui est sur les environnements favorables à la santé mentale des jeunes. Donc au-delà de l'individu, hein, du niveau individuel. Je vais commencer par laisser la parole au CESE
Donc, d'après vous, comment est-ce qu'on peut agir, comment est-ce que vous avez pu agir, vous, sur les différents éléments qui influencent la santé mentale des jeunes, mais qui ne dépendent pas directement des jeunes eux-mêmes, mais plutôt des conditions de vie, donc des milieux de vie dans lesquels les jeunes évoluent, ou au niveau au-dessus des politiques publiques? Déjà, bien sûr, quand on pense à l'environnement favorable, on pense tout de suite aux bases, donc le sport, l'alimentation et le sommeil. Mais avec le CESE, on allait beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire qu'on a pointé des éléments qui étaient essentiels dans notre quotidien, auxquels on ne pensait pas forcément que ça allait aider à notre santé mentale. Donc, pour changer concrètement cet environnement, on a mis trois grands axes dans le rapport des jeunes. Donc, d'abord, l'environnement personnel, ensuite, les discriminations et le jugement, et pour terminer, le système scolaire. C'est-à-dire que sur l'environnement personnel, on a parlé des conditions de vie, de la famille, de la précarité, des réseaux sociaux, et que tout ça, ça pesait énormément sur la santé mentale. Ensuite, sur la discrimination, le jugement, on a parlé tout simplement qu'on pouvait se faire cataloguer à cause de son origine, de son quartier, de son genre ou de son apparence, ce qui pouvait détruire l'estime de soi, tout simplement. Et sur l'école, on a montré que le système scolaire tel qu'il fonctionnait aujourd'hui, c'était un facteur de mal-être plus qu'un lieu d'épanouissement. C'est aussi pour ça qu'on a beaucoup insisté sur la question du numérique avec les réseaux sociaux dans nos échanges, parce que ensuite, ça nous a permis d'apporter ce travail et nos recommandations directement à l'Élysée, notamment du coup sur l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale des jeunes. Et on ne s'est pas arrêté là parce qu'on est aussi allé à l'Assemblée nationale il y a peu, je saurais vous dire la date, mais on a pu discuter avec un groupe de travail transpartisan dirigé par la députée Chantal Jourdan pour pouvoir apporter, entre autres, nos préconisations et voir s'ils étaient sur le même niveau de longueur. Et du coup, pour moi, favoriser un environnement sain, c'était d'abord d'avoir des institutions qui puissent nous prendre au sérieux, tout simplement, qu'on puisse débattre de nos propres solutions avec des élus. Et c'est la preuve que notre voix, elle compte, tout simplement. Et que si ces axes, donc l'environnement personnel, la lutte contre les discriminations et un système scolaire qui est beaucoup plus protecteur, elles se traduisent vraiment dans la loi, alors on aura vraiment pu changer le quotidien des jeunes. Oui, pour compléter, puisque bien sûr tout ce que vient de dire Thiloane est aussi dans le rapport final du CESE, mais pour aller de l'échelle la plus haute jusqu'au plus concret et direct du quotidien, enfin, déjà, il faut bien entendu que toute politique publique soit réfléchie avec comme objectif le bien-être d'une population. Et donc pour ça, quand on réfléchit à un logement et les normes de logement, quand on agit sur l'environnement, quand on essaye d'avoir une politique d'aménagement du territoire, de transport qui prennent en compte le bien-être, qui prennent en compte comment est-ce que ça pourrait être vécu par une population et bien vécu par une population, comment est-ce qu'on agit sur les questions de précarité, de placement des enfants, de discrimination de manière générale. Eh bien, tout ça, ça vous paraît très gros, très costaud, très large, mais c'est quand même un peu la base. Et pour l'instant, on constate que, au-delà du fait qu'on se demande si parfois c'est vraiment fait dans les intérêts de la population, c'est jamais réfléchi globalement et de manière transversale comme cela. Et on pourrait dire santé mentale, on peut parler bien sûr santé, on peut bien sûr parler éducation d'une population, mais là on est sur la santé mentale et donc si déjà c'était pris en question et le bien-être de la population était pris en question comme cela, c'est la base. Ensuite, si on se rapproche un peu plus, on peut agir sur beaucoup de choses. On peut agir sur bien sûr l'éducation, la prévention. J'avais vu passer tout à l'heure en conversation les premiers secours en santé mentale. Il y a aussi bien sûr les cours d'empathie, les compétences psychosociales. Il y a les VARS, éducation vie affective, relationnelle et sexuelle. Il y a voilà, tous ces outils dès l'enfance, mais bien entendu, on parle d'éduquer une génération et des générations d'enfants, mais c'est aussi comment est-ce qu'on sensibilise à ces questions tous les adultes encadrants ou les adultes proches, et donc ça veut au final dire quasiment tous les adultes sur ces questions-là, parce que si on veut que l'enfant, dans son environnement personnel, il soit libre d'en discuter, qu'il se sente à l'aise,
etc., bah, il faut que les adultes soient aussi à l'aise avec ces questions-là. Or, on le voit hein, sur beaucoup de questions. Déjà, sur le numérique, on n'a pas vécu les mêmes vies, donc c'est quasiment impossible d'en parler d'une manière favorable. Mais les questions de sexualité, les questions de relationnel, les questions de rapport au social, etc., c'est très compliqué. Et donc, il faut que l'éducation et la sensibilisation, elles se fassent des deux côtés. C'est aussi, et alors, deux derniers points, puisque Thiloane a déjà bien abordé le scolaire, le numérique, c'est aussi comment est-ce qu'on revalorise, comment est-ce qu'on rend de nouveau attractif des professions en première ligne. Je voyais pareil un message passer tout à l'heure en disant il y a des médecins scolaires, des médecines scolaires, des infirmières scolaires, des psychologues scolaires. Alors, autant je le souhaiterais, autant ce n'est pas tant réel que ça. Il y a énormément de territoires aujourd'hui où il n'y a pas de médecins scolaires, où il n'y a pas de psychologues scolaires, etc. Et c'est dommage parce que oui, ces professions, et je vais de ces professions médicales, entre guillemets, jusqu'aux assistants sociaux, jusqu'aux accompagnants, aux aidants, etc. Enfin, il faut les soutenir financièrement, il faut revaloriser leur métier, il faut rendre attractif, car ces professions, c'est souvent les éducateurs, les enseignants, bien sûr, ce sont les premières lignes où, au bout d'un moment, il faut savoir repérer, il faut savoir récupérer la parole, il faut savoir en faire quelque chose. Donc, il y a vraiment une priorité sur ces professions-là. Et ensuite, malheureusement, lorsqu'on arrive, et je terminerai par là, à des problématiques plus lourdes, ou en tout cas à devoir soigner ou à devoir accompagner au dernier moment, bah, bien entendu, les psychiatres, les psychologues, les pédopsychiatres, mais aussi d'autres professions qui sont en crise, hein, puisque toutes ces professions sont en crise. Alors, certains par répartition territoriale, mais d'autres en crise dès la formation et le manque d'étudiants qui se forment à ces professions-là. Mais il y a vraiment une priorité à mettre, et souvent ça revient aux moyens financiers, mais c'est aussi comment est-ce que notre société, elle valorise ces métiers, et surtout, elle accompagne dans la responsabilité ces métiers, parce que beaucoup, et ça je terminerai par là, mais quand on parle de la crise de la profession de pédopsychiatre, il y a certes le manque d'attractivité salariale et parfois territoriale, mais aussi il y a une raison qui est dit, c'est qu'on a l'impression que ces professions du social et de la santé mentale de manière générale, lorsqu'il y a un acte terroriste ou un acte criminel qui se fait, eh bien la responsabilité se met sur mais qu'ont fait ces psychiatres, qu'ont fait ces soignants. Eh bien si on a une société qui est là pour accompagner, pour dire en fait ce n'est pas que de leur responsabilité, et déjà c'est difficile pour eux de remplir leur mission bien souvent, bah, donc si la société fait bloc derrière eux et donc les accompagne, et qu'on voit qu'il y a un vrai effort sociétal sur comment est-ce qu'on voit le bien-être d'une société, bah, on voit que des gens sont prêts à s'engager et à le faire. Donc voilà, c'est un peu les priorités que le CESE identifie sur comment est-ce qu'on met en place une société du bien-être et de la santé mentale. Merci à tous les deux pour vos partages. Je me tourne maintenant vers les ambassadeurs santé mentale, Issa et Eugénie. Comment est-ce que voilà, vous pouvez nous dire dans le cadre de vos démarches, quel rôle est-ce que vous pouvez jouer sur ce qui entoure les jeunes au quotidien, sur les environnements, les milieux de vie, milieux scolaires et autres, pour une meilleure santé mentale? Bah, comme il a été dit, c'est vrai que la santé mentale, c'est pas une question individuelle, c'est plutôt une question collective. Et il y a plein de choses qui rentrent en jeu, que ça soit ben voilà, tout ce qui est question de logement, éducation nationale, la sécurité. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent influencer la santé mentale. Et nous, bien évidemment, qu'à notre échelle, on essaie au maximum que ça se démocratise, etc. Mais c'est aussi, on va dire, le rôle des institutions, des pouvoirs publics, que ce soit l'État, les municipalités, et c'est à eux aussi d'essayer de sensibiliser, de démocratiser tout cela. Et c'est pour ça, pour vous donner un exemple très concret, il y a quelques semaines, on a rencontré les candidats des élections municipales de Clermont-Ferrand, justement pour se faire connaître, échanger avec eux, leur poser des questions, et tout simplement, bah, l'idée, c'est que maintenant que voilà, le nouveau maire a été élu, bah, c'est qu'il ait ça en tête, c'est qu'il sait qu'on est là, il sait que la santé mentale, c'est important, il sait qu'il y a plein de choses à faire là-dedans. Et donc voilà. Donc c'est vraiment un travail global, voilà, avec l'environnement. C'est pas juste les jeunes, c'est aussi ben, tout ce qu'il y a autour et tous les pouvoirs qui peuvent justement influencer tout cela. Merci Issa.
Je rajouterais juste pour renforcer un peu cette idée des environnements sociaux, en fait, c'est que déjà l'existence du dispositif dans certaines structures permet de sensibiliser de façon indirecte les professionnels qui sont dans ces structures, même si l'objectif du dispositif n'est pas de sensibiliser les professionnels directement, mais le fait d'intervenir comme ceci, où par exemple il y a un événement tous les ans qui est porté par le dispositif Ambassadeur Santé Mentale qui s'appelle la Journée de la Santé Mentale Positive, qui s'adresse à la population générale pour promouvoir justement la santé mentale des jeunes, permet de rendre visible, en tout cas pour plus de personnes, cette question et de renforcer l'intérêt de se pencher sur ce sujet. Mais c'est vrai que sur d'autres environnements, on a peut-être moins de leviers d'action. Mais c'est vraiment sur voilà, la connaissance du sujet déjà par les autres personnes en fait, qui gravitent autour des jeunes, donc que ce soit leurs formateurs, mais aussi la population générale. Merci à tous les deux. Du côté de la pause brindille, comment est-ce que cette question résonne avec vos pratiques, avec votre projet, ce que vous mettez en place? Alors c'est vrai qu'à la pause brindis, c'est un axe moins peut-être déterminant que d'autres structures. Maintenant, nous, ce qu'on propose, c'est avant tout de sensibiliser tous les adultes qui gravitent autour des jeunes aidants. Donc ça, c'est notre axe en tant que volontaire en service civique, en tant que salarié ou bénévole hein, dans plein de cas, mais c'est vraiment d'aller sensibiliser. Alors ça peut être les professionnels en milieu scolaire, en milieu jeunesse, en milieu santé, social pour que ces professionnels aient ce réflexe de détection et de prise en compte, en considération des jeunes aidants. Alors nous, c'est vraiment sur notre sujet, hein, mais ce qu'on observe, c'est que ce sont des jeunes qui sont particulièrement invisibles, particulièrement discrets pour plein de raisons, mais aussi peu vus et peu considérés. Et donc, on a vraiment cet axe d'aller se dire que c'est pas qu'un sujet il faut que ces jeunes se reconnaissent et viennent vers nous, mais c'est aussi que c'est à nous, adultes, de faire en sorte de leur ouvrir des espaces où ils se sentent pris en compte et où ils savent qu'ils peuvent s'adresser de manière sécurisée. Donc nous, on a vraiment cet axe de sensibilisation des adultes et de se dire que le sujet des jeunes aidants, c'est un sujet de société et c'est un sujet aussi des adultes référents qui gravitent autour des jeunes. Donc, dans le chat, je voyais quand même beaucoup d'échanges passer là-dessus et c'est vrai que nous, on va vraiment sensibiliser tous les professionnels pour que la considération, l'écoute et la bienveillance, elles soient partout. Et c'est vraiment, mais peut-être qu'Alice pourra en parler également, mais moi, c'est vraiment un axe très fort pour moi personnellement parce que en tant que jeune, j'avais vraiment ce sentiment d'invisibilité, c'est-à-dire qu'en tant que jeune aidant, on va être dans les classes, mais on va être aussi dans les salles d'attente, on va être aussi dans les milieux médicalisés, et on n'est pas ou peu considéré, pas ou peu écouté. Et nous, c'est vraiment un des axes qu'on souhaite transformer. Ensuite, il y a aussi un axe d'aller essayer de toucher les décideurs et les élus. On a notamment rédigé un manifeste. On organise des événements comme les rencontres de la jeunesse aidante qui ont un axe de sensibilisation, d'information et aussi de mise en action des décideurs politiques, notamment sur ce sujet que la jeunesse aidante, c'est un sujet de société et c'est un sujet de comment dire, de moyens mis dans les systèmes de santé publics et le système de santé, enfin les systèmes médicaux aujourd'hui. En fait, si on parle autant des jeunes aidants en ce moment, c'est qu'on est en train de faire un virage autour du maintien à domicile, de l'ambulatoire, et que finalement, l'espace de soins et de prise en charge des personnes fragilisées par un problème de santé, elle se déporte alors de manière plus ou moins rapide vers les domiciles, vers là où vivent les jeunes qui finalement prennent une charge ou voilà, prennent des responsabilités qui étaient moins le cas quand on avait un système de santé qui était beaucoup plus protecteur, beaucoup plus encadrant pour les personnes fragilisées par un problème de santé, quel qu'il soit. Et donc, un des axes de notre manifeste, c'est aussi de se dire qu'il y a tout un ensemble de professionnels et de moyens à mettre pour que les personnes fragilisées soient accompagnées, prises en charge et que la charge ne se déporte pas sur leurs aidants non professionnels proches. Donc ça, c'est vraiment les axes de la pause brindille. Voilà, je te laisse peut-être compléter, Alice.
Comme tu... Peut-être aussi sur le fait de porter la parole des jeunes. Du coup, oui, il y a aussi ce côté témoignage que je fais beaucoup avec la pause Brindy et du coup de sensibilisation à travers la parole de jeunes aidants qui sont eux-mêmes concernés, du coup. Donc, par exemple, quand je témoigne, moi, c'est aussi un moyen de sensibiliser et de donner aussi quelque chose de concret pour les personnes qui ne connaîtraient pas le sujet et qui voudraient s'intéresser au sujet, c'est aussi un moyen de dire bah voilà comment ça se passe. Et c'est pas juste nous, on vous donne un exemple, c'est quelqu'un qui est concerné qui vient et qui en parle. Et du coup, bah, d'un côté, ça permet de sensibiliser, de l'autre côté, moi, ça me permet de déposer aussi ma parole et d'en faire quelque chose d'utile et qui puisse changer un peu les choses et qui puisse aussi faire avancer pour moi, mais aussi pour les autres jeunes aidants, les réflexions autour de comment nous aider, comment améliorer notre quotidien et comment donner aussi un environnement qui soit favorable au fait d'être plus serein et d'aider peut-être plus en douceur ou de carrément sortir de l'aidance quand c'est ce qui est voulu. Et ce témoignage-là, il se fait sur les réseaux sociaux, Ouais. quand même beaucoup, mais aussi dans la presse. Enfin, toi, Alice, tu as quand même beaucoup partagé Oui. dans les médias. Mais ça, j'ai fait beaucoup les médias, j'ai fait quelques webinaires, enfin, et vraiment, j'ai fait plein de modes de partage. Et du coup, oui, enfin, le but, c'est de toucher le maximum de personnes, puisque bah, c'est ça l'avantage aussi de tous ces médias différents, c'est de pouvoir toucher différentes populations et différentes personnes. Merci à toutes les trois. Eric, est-ce que tu veux nous dire, voilà, pour toi, ce qu'évoque cette question-là, des possibilités d'action sur les environnements, sur les systèmes, au-delà des jeunes individuellement? Tout à fait. Alors, c'est vrai que comment favoriser un environnement favorable à la santé mentale, je dirais que dans un premier temps, c'est d'avoir une approche multi-sectorielle, etc. Parce que chaque politique publique en direction de la jeunesse avance un petit peu en silo. Enfin, là, je le dis de manière très soft, hein. Et c'est vrai que, alors comme le dit le Forum européen de la jeunesse, comme le dit aussi d'une certaine façon le CESE, les déterminants de la santé mentale sont aussi dans d'autres politiques publiques et qu'il est nécessaire de repenser la place du jeune dans la société, enfin voilà, d'une façon générale. Et c'est vrai que quand on parle par exemple de pression scolaire, enfin quand les jeunes évoquent cette question de la pression scolaire, c'est comment on travaille la structure pour alors atténuer, changer le système, je ne sais pas. Voilà, il y a un vrai enjeu autour de ça. Donc cette approche, je dirais, interministérielle ou de pluripolitique publique, mais que ça soit du national, régional ou local, voire même à l'intérieur des structures, reste posée pour améliorer le bien-être et la santé mentale des jeunes. Donc, alors ça renvoie aussi effectivement aux déterminants de la santé d'une manière générale. Et par exemple, en Bretagne, le conseil, le Césaire, a publié il y a 2 ans maintenant un ouvrage. Hein. Il faut toute une région pour favoriser le bien-être des jeunes en Bretagne, avec et pour elles. Voilà, où c'était la question des déterminants qui était posée, pas uniquement l'approche individuelle et pas uniquement l'approche liée au système de soins, ce qui n'empêche pas cette question-là, effectivement, d'être posée. Donc, voilà, je trouve qu'il y a cet élément-là. Et peut-être aussi, alors, effectivement, on l'a peu évoqué, que pour favoriser un environnement favorable à la santé mentale des jeunes, il faut aussi prendre, alors je vais le dire un peu de manière caricaturale, favoriser la bonne santé mentale des professionnels qui accompagnent les jeunes. C'est-à-dire que dans le cadre des conditions de travail à l'heure actuelle, avec toutes les conditions, il y a aussi cet effet-là. On a moins de temps, voilà, mais il y a cette dynamique-là aussi à avoir à l'esprit que quand on promeut la bonne santé mentale ou favoriser la santé mentale des jeunes, en même temps, voilà, il y a
tous les adultes qui gravitent autour et qui peuvent, au regard de leurs fonctions, de leurs conditions de travail, être aussi, alors je veux dire, soumis à des problématiques qui empêchent. Donc il y a une réflexion un peu globale, nous ce qu'on appelle un peu une approche par milieu de vie, c'est-à-dire, voilà, quand on est dans un établissement, dans une structure, ben, quid des uns et des autres. Enfin, comment on travaille cet aspect-là. Favoriser un environnement favorable, c'est, alors, même si on l'a évoqué, c'est de renforcer effectivement tous les espaces de dialogue, les collectifs de jeunes qui existent, et pas uniquement sur la question de la santé mentale. On sait que plus il y a des collectifs de jeunes sur des territoires, plus on travaille sur cette question de collectif, plus on améliore le mieux-être et la santé mentale. Et là, on n'est pas directement sur la santé mentale. On sait que ça a aussi des effets. Donc, ça réévoque en fait cette question d'alliance éducative, d'alliance qu'on peut avoir et de favoriser, même au local, l'émergence de collectifs sous des formes diverses qu'il y a. Et après, je trouve aussi ce qui est important, alors c'est un vœu alors qu'il y avait la conférence nationale de santé, qu'on a retrouvé dans plein d'autres endroits, c'est que dans les instances de démocratie, alors je pourrais même dire de démocratie en santé, il y a aussi des collectifs de jeunes qui soient présents pour justement évoquer, alors pas uniquement la santé mentale, on pourrait dire la santé dans son ensemble, pour qu'ils aient une place dessus. Alors on peut le retrouver aussi dans des établissements, mais dans toutes les instances. Voilà, quelle place peut être faite dessus? Parce que ce que je trouve aussi important dans dans cette expression aussi, c'est que les jeunes qui sont engagés dans différents dispositifs mettent aussi en avant des angles morts que les politiques publiques et ou les professionnels ne voient pas. Alors, ne voient pas parce qu'on ne voit pas tout, voilà, c'est aussi une réalité, c'est pas du tout une critique. Et il y a parfois des petites choses qui peuvent être améliorées et que si les jeunes ne l'évoquent pas, parce que là on est dans le cadre d'un webinaire sur les jeunes, les professionnels ne peuvent pas ou ne le voient pas. Et donc je pense qu'il y a un enjeu aussi au travers de ces questions-là, de continuer à sensibiliser ou de montrer, c'est un peu l'idée de ça, ce que je disais tout à l'heure, voilà. Il y a des angles morts, il y a des choses qu'on ne voit pas, il y a des petites choses qui peuvent être changées dans l'environnement. Ça peut être, alors tout simplement, vous l'avez un peu évoqué, on n'a pas d'informations sur les lieux qui peuvent nous renseigner sur telle ou telle chose. Voilà. Ou le discours oui, il y a peut-être eu des choses, mais peut-être que le discours n'était pas utilisé, enfin bref, ou adapté, je dirais, par rapport à ça. Donc il y a vraiment un enjeu, je dirais, autour de ces questions-là, d'environnement favorable, en prenant en compte effectivement les déterminants. Ça, c'est important. Et en prenant en compte aussi les professionnels eux-mêmes, leur positionnement, je dirais, à l'intérieur. Et surtout, je le reprécise, voilà, quel accompagnement on fait à la parole des jeunes. Et comment aussi cet élément-là est pris en compte, ou s'il ne peut pas être pris en compte à un moment donné, qu'on explique pourquoi il ne peut pas être pris en compte à un moment donné. Ça ne veut pas dire que c'est pas réalisable, ou ça peut être réalisable, mais dans un temps plus long. Voilà, il y a ces enjeux-là, mais vraiment d'avoir, que ce soit au niveau national, régional, local, etc., une approche intersectorielle des choses, puisque la santé mentale n'est pas qu'une affaire individuelle et qu'il a nécessité de prendre en compte un environnement plus large pour agir sur cette question-là. Voilà. Merci beaucoup, Eric. On arrive presque au terme de notre webinaire, donc on a essayé de répondre, en tout cas au moins à une partie des questions posées dans le chat au fur et à mesure. Il y a eu beaucoup d'échanges aussi entre participants, donc voilà, merci beaucoup. Est-ce que pour conclure, les intervenants, vous avez un mot de la fin à transmettre aux participants à notre webinaire? Ce qui me vient à l'esprit, c'est alors
d'une part que la participation des jeunes alors à l'élaboration des politiques publiques et ou dans l'action, etc., est essentielle. Je dirais que, alors moi depuis 10 ans que je travaille sur cette question-là, je vois que, alors sur les dispositifs d'éducation par les pairs notamment, ça a beaucoup évolué. Au départ, c'était, alors je veux dire, critiqué, etc., et que maintenant ça rentre plus dans le paysage naturel avec toutes les limites que vous avez évoquées, hein. Bien sûr, il faut continuer à convaincre. Euh, Par contre, je pense qu'on est aussi au début d'une réflexion justement sur l'intégration des réflexions des jeunes sur les questions de santé dans les politiques publiques, comment ça se traduit et comment alors, on se concerte, on dialogue sur ces aspects-là. Mais on voit aussi au travers des témoignages toute la richesse que ça apporte justement d'être avec des jeunes, pour les jeunes, pour favoriser le bien-être ou même la santé des populations.